Et salut les Wargamers, c'est Evie de French Review, votre chaîne de rapport data tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Gros Titi pour la lecture et l'analyse d'un nouveau livre d'armée pour Warhammer Age of Sigmar, les lames de Khorne. On se retrouve donc avec le sourire et super galvanisé par Game Workshop puisque c'est 3 vidéos qui vous attendent la semaine prochaine pour justement découvrir le nouveau volet de cet Age of Sigmar avec un livre d'armée Blade of Khorne, les nouveaux Caradrons et un petit rapport de bataille qui va justement mettre en scène aussi les nouveaux Idonets et les nouveaux Blade of Khorne. En tout cas ici c'est rigolo, c'est donc un nouveau livre d'armée pour le dieu du sang du chaos. Historiquement ça a été une armée qui était justement mise au centre de l'intrigue de l'arrivée d'Age of Sigmar en 2015 puisqu'ils étaient face au Stormcast. Et le paradoxe, c'est qu'alors qu'on pouvait s'imaginer un gameplay très agressif basé vraiment sur le corps à corps, on était finalement sur une armée de contrôle. Là, la bonne nouvelle, et justement qui va aussi faire taire les détracteurs d'Age of Sigmar, puisque dans cette 4e édition, en général, malheureusement, quand un livre d'armée sortait, on était seulement dans une réimpression de l'index. Là, c'est vraiment un tout nouveau livre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur où est-ce qu'ils étaient et où est-ce qu'ils vont ces petits gars ? Ouais, absolument. Donc depuis effectivement Idonet, on a des refontes complètes avec des war scrolls complets. C'est le cas ici, vous allez voir que les règles d'armée sont entièrement refondues. Comme tu l'as dit, le système de Dim 200 reste, c'est-à-dire qu'on va cumuler des points avec les unités qui meurent sur le champ de bataille, amis et ennemis. Par contre, il y a une toute nouvelle façon de les dépenser qui correspond à aucun autre mécanisme dans le jeu et même, on va dire, dans le Wargame Game Workshop étendu. Donc c'est une mécanisme nouvelle qui a un système assez cool qui se rapproche en plus du système, on va dire, de saison, de palier qu'on va franchir un peu comme dans les quêtes, qui va tourner l'armée. Par contre, on abandonne le style contrôle vers un style beaucoup plus attrition, qui va du coup rejoindre un gameplay plus proche des Slave to Darkness, ce genre de choses, plus dégâts directs, force brute de corps à corps et récolte des crânes dans un bain de sang avec des règles tout à fait appropriées. D'accord, donc on se rapproche vraiment de l'ADN qu'on imagine de Khorne, c'est-à-dire quasi pas de tir, voire quelques petites attaques de fouet mais pas tellement plus, et vraiment de la mêlée. Ouais, c'est de la mêlée avec du coup une double partie, une partie démon et une partie mortelle, donc des humains qui ont voué leur culte à Khorne, et leur but c'est de récolter des crânes pour envisager un passage vers Prince Démon, Buveur de sang, devenir vraiment des héros de ce dieu là, et des démons qui sont les incarnations du War qui arrivent sur le champ de bataille pour en général aider les mortels via des portails avec des démons de plus ou moins petite taille. Donc on commence du chien et on finit vers un buveur qui fait plusieurs étages de haut pour aller massacrer les ennemis avec toujours plus de style. Pour la partie modéliste, c'est une armée qu'on recommande complètement aux débutants, parce que comme il vient de le dire, vous allez pouvoir faire justement des peaux démoniaques, des armures et aussi de la chair. Donc pour le coup c'est très 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 cool pour progresser au niveau du modélisme. Ensuite, est-ce que toi en termes de gameplay, c'est une armée que tu recommanderais à un débutant qui veut se lancer dans AOS ? Ouais, celle-là elle est pour le coup très bien, contrairement à avant, si on voulait exploiter tout le gameplay, c'était plutôt une armée de techniciens dans un milieu compétitif. Là, du milieu débutant, s'appropriation jusqu'à un milieu compétitif, on va pouvoir tout jouer. Toute la collection est jouable, vous allez déjà voir que tous les War Scrolls ont un intérêt, donc en plus il n'y a pas de thématique pour un débutant de se dire qu'est-ce que je dois acheter et tout, tu peux acheter ce qui te plaît en termes de figurines à partir du moment où tu peux le jouer et ça sera viable. Si tu préfères la partie démon, tu ne peux faire qu'une collection également démoniaque ou une collection mortelle, il n'y a pas vraiment d'avantage à faire, tu peux aussi faire les deux si jamais tu n'as pas de choix et tu vas te faire plaisir parce que c'est orienté corps à corps, donc tu vas te concentrer sur une phase, c'est-à-dire bouger mes unités et taper derrière, et puis après tu rajouteras la connaissance de tes War Scrolls au fur et à mesure. Donc c'est vraiment très bien pour y aller, on va dire, crescendo dans les règles du jeu au fur et à mesure. Yes, est-ce que tu peux aussi, avant qu'on rentre dans le dur en présentant les règles, parler de l'équilibrage interne au livre et aussi externe, c'est-à-dire comment est-ce que vont se passer les parties quand on affronte du Blade of Khorne ? Alors, Blade of Khorne, vous allez voir que c'est en fait, l'armée va être graduellement puissante au fur et à mesure des tours, puisque au fur et à mesure qu'on va débloquer nos paliers de Dim 200, on va gagner vraiment en puissance là-dessus. Il y a aussi un nouveau palier que vous allez voir qui est quand la moitié des unités sur le champ de bataille, amis et ennemis, vont périr, on va déclencher un effet qui va énormément booster notre armée. C'est-à-dire qu'on va vraiment franchir un palier qui nous amène dans le top 1 à top 3 des armées en termes de puissance de War Scroll pure avec nos règles, et ça change vraiment la donne. Donc en gros, dites-vous qu'au départ vous avez des guerriers qui sont dans la moyenne, et après plus il y a de morts sur le champ de bataille de manière générale, plus il y a cette espèce de collection de crânes et cette mare de sang sur le champ de bataille qui fait que vos guerriers sont exaltés par la fureur et récompensés par Khorne. Donc c'est assez cool parce qu'on a une dynamique sur le champ de bataille qui fait que au départ on a un combat où chaque guerrier équivaut à l'adversaire, et puis après vous avez l'impression que chacun de vos guerriers peut combattre 3 ou 4 adversaires du même style et pourtant y tenir tête. Donc c'est vraiment sympa, et on a des incarnations sur le champ de bataille qui deviennent les buveurs de sang, ou les gros seigneurs deviennent vraiment des combattants qui se classent dans le top 5 des personnages les plus badass et forts au corps à corps. Donc c'est vraiment
ultra stylé et charismatique. On peut vraiment faire des énormes carnages avec des très grosses pièces qui est assez galvanisant quand on joue. On va maintenant rentrer dans le dur et vous décrire un petit peu les règles d'armée. On commence par le trait de bataille, c'est-à-dire l'aptitude d'allégeance globale. Elle s'appelle trempée de sang. Très simple, vous allez au tout début de la partie regarder combien d'unités vont être sur le champ de bataille ou dans les listes d'armées. Vous allez tout simplement additionner celles de votre adversaire et les vôtres. Ça va vous donner un chiffre, admettons 18. Ouais. En général, c'est un peu ce qu'on va retrouver sur les champs de bataille. Et à partir du moment où vont être détruits par vous ou par l'adversaire, les unités, plus de la moitié des unités, exemple, si vous aviez 10 unités, à partir du moment où vous allez en détruire au moins 9, alors vous allez rentrer justement dans cette fameuse tempête de sang. Vous allez avoir différents effets dépendamment des armes et surtout si le porteur de l'arme est soit un mortel, c'est-à-dire un humanoïde, soit un démon. Le premier effet, étonnamment, c'est un malus. C'est la brutalité hallucinée. En gros, vous n'allez plus être éligible au modificateur positif de sauvegarde. En gros, vous allez vouloir taper, vous êtes assoiffé de sang, et donc hors de question d'utiliser un ordre générique pour vous mettre +1 à la sauvegarde, par exemple. Ensuite, on va s'attaquer aux choses positives un petit peu. On va retrouver la règle brouillard de sang. Les unités à soif de sang sans lier ont crit mortel. Ça veut dire tout simplement qu'il faut avoir des armes qui ont le petit mot-clé soif de sang et être un humanoïde, auquel cas, à chaque fois que vous allez faire un jet de touche critique, vous allez transformer directement, pas besoin de blesser, les dégâts de l'arme comme des blessures mortelles. Ensuite, vous allez avoir la règle arme meurtrière. Ça va s'appliquer aux démons qui ne sont pas des monstres et qui ont bien l'aptitude, encore une fois, soif de sang. Ça marche aussi sur les compagnons et eux vont avoir +1 à la perforation d'armure. Et on sait que dans AOS, c'est cher la perforation d'armure. Ensuite, on va avoir Seigneur du sang suprême. Là, c'est si vous êtes un démon monstre et que vous avez aussi bien évidemment cette aptitude soif de sang, vous allez ajouter 1 à la caractéristique de dégâts de l'arme. Voilà, donc c'est très cool parce qu'on a des buffs différents en plus en fonction. Donc on a les mortels qui sont plutôt des armes de saturation avec une petite pénétration d'armure qui gagne crit mortel, c'est extrêmement fort, c'est un des meilleurs bonus de tout le jeu sur ce volet-là. Et après les démons qui ont un double buff en fonction des sujets, c'est-à-dire c'est cool parce qu'on a déjà des démons majeurs qui ont une grosse perforation, donc leur donner +1 ça aurait pas été vraiment stylé. Là on a un +1 dégâts, sachant qu'on part à des buveurs qui sont entre flat 4, flat 5 jusqu'à flat 8 pour des Scarbrands ou des trucs comme ça. Bon bah là du coup c'est bad dad, hein, ça fait tout et n'importe quoi. Et les démons de base qui vont vraiment tout éclater. On a en plus dedans les compagnons, donc c'est vraiment votre armée prend mais alors un buff majeur de corps à corps. C'est plus de 50% de létalité supplémentaire sur quasiment tous les profils. C'est vraiment très très puissant comme buff. Voilà. Ensuite, on va passer à l'aptitude de dîme de sang. Pareil, si vous êtes un joueur historique de Khorne, vous allez être content puisque tout a changé. Un petit peu moins de contrôle, donc un petit peu moins de skill cap, c'est vrai, mais aussi moins de frustration, notamment pour l'adversaire. En gros, c'est très simple. À chaque fois qu'une unité amie ou ennemie est détruite pour quelle qu'en soit la raison, vous allez marquer 1 point de dîme de sang. Et ensuite, au début de chaque round de bataille, vous allez pouvoir utiliser ces fameuses dîmes de sang pour débloquer des paliers qui, en général, vont être appliqués jusqu'à la fin de la partie. Ce qui est assez rigolo, c'est que vous allez voir qu'ils ont prévu un espèce de petit chemin dépendamment justement du rang des différentes dîmes. Ce qui est très sympa, c'est qu'on commence par la première, puisqu'au début de la partie, vous allez, quoi qu'il arrive, pour 0 point de dîme de sang, avoir activé la soif du meurtre. Très simple, vous allez, si vous le souhaitez, au moment d'une charge, jeter un dé supplémentaire, sous-entendu faire en général, puisqu'on a Age of Sigmar, on peut enlever un dé aux adversaires, mais en général, jeter 3d6 pour votre charge, retenir les 2 meilleurs. Par contre, ça aura un prix. Si vous décidez de le faire, vous prendrez des 3 blessures mortelles. Ouais, très bon buff, parce qu'on a peu de fiabilisation de charge dans l'armée, donc c'est assez cool, ça permet de donner de la vitesse intrinsèquement aux unités. Le prix en retour, il est ok, on a quand même des unités qui tankent bien de manière générale, soit au PV, soit à l'armure chez les mortels, donc des 3 blessures mortelles, c'est tout à fait acceptable, et sachant qu'on l'a immédiatement, donc c'est vraiment assez sympa. Moi j'aime beaucoup, sachant qu'il faut du coup le déclarer avant la charge. Donc on dit sur ça je vais donner mon buff sur ce volet là, donc très cool. Il y a cette petite précision sur ces fameuses dîmes de sang, vous allez pouvoir déclarer vouloir les dépenser une fois par round, mais au début de n'importe quel tour. C'est-à-dire que si vous êtes joueur numéro 2, vous pouvez aussi très bien en accumuler pendant le tour adverse et les claquer à votre tour à vous. Tout à fait, mais du coup vous pouvez pas avoir, si par exemple vous montez durant un tour à 7-8 points de dîme, au round de par exemple 3 qui est assez culminant à Age of Sigmar, vous ne pourrez pas dire début de ton tour je dépense 3, puis début du mien je dépense encore 4, etc. Voilà. Yes, vous allez aussi voir donc cette notion de crescendo au niveau donc des dîmes. Elles sont de 0
pour celle que vous avez au début de la partie, à 4 points. Donc pour celle de 3, au moins une de 2, et pour celle de 2, au moins une à 1 point de Dim 200. Donc vous allez vraiment, comme l'expliquait Thibaut, avoir justement cette montée crescendo, ce qui est assez jouissif en termes de gameplay. Ouais, c'est assez cool. Et si on additionne ça avec le côté trempé de sang qui se déclenche automatiquement, on a vraiment ce cap dans la partie qui va être franchi, qui en général va être le moment où on va arriver au palier 3, au palier 4, plus on va déclencher notre trempée de sang, où en fait on prend un espèce de double buff à une phase de héros qui va, au début d'un tour, qui va vraiment être monstrueux, et d'un seul coup on va dire, et on va pouvoir du coup changer la physionomie de la partie. Par exemple, si on était challenger un peu en arrière dans le score, on pourra dire, et en plus il y a le côté cinématographique, c'est-à-dire que tous les gars sur le champ de bataille se battent dans une mare de sang, il y a déjà des crânes partout, des morts partout et tout, et d'un seul coup il y a une espèce de réveil des guerriers de corne qui du coup passent un peu en transe, en mode berserk, et du coup deviennent hyper puissants, avec en plus des buffs du dieu qu'on a choisi nous. Donc il y a aussi le côté où on joue un peu le rôle de corne sur le champ de bataille en donnant une bénédiction aux guerriers via le général, quoi. Yes, ensuite donc on va vous présenter les niveaux 1, ils sont au nombre de 2. La première, ça va être le mépris divin. On va l'utiliser au début de n'importe quel tour. Vous allez pouvoir sélectionner jusqu'à 3 sorciers ennemis ou prêtres ennemis à 6 pouces d'une unité de lame de corne, jeter un dé et sur un 3+, diminuer son niveau de puissance jusqu'à un minimum de 0. Donc un sorcier niveau 1 ne pourra pas caster jusqu'au début de votre prochain tour. Ouais, en fait ce chemin-là, vous verrez après, il continue avec une petite tendance en fonction des choix vers un peu de l'anti-magie sur ce volet-là. C'est fort, mais c'est vraiment très circonstanciel. Vous verrez que moi, c'est le chemin que j'affectionne le moins, je le trouve. Mais par contre, il est ciblé, c'est-à-dire que demain, vous affrontez, pourquoi pas, je sais pas, un Croak ou un Ionus ou une Zenestra ou des trucs comme ça. C'est des sorciers ou des prêtres qui sont synergisants pour une armée, et donc si on casse leur niveau, ça peut tout changer. Un Visic également, ou des trucs, des pièces maîtresses qui sont des prêtres ou des sorciers. Tu dis, clac, tu passes niveau 1. D'un seul coup, vous trouvez un Visi qui est là, attends, moi j'ai payé en fait 400 points mon War Scroll pour être un prêtre ultra badass qui lance des prières de ouf, je suis un peu dégoûté. Voilà, et si il a le malheur de finir, on va dire, à niveau 0, c'est un peu la tristesse pour certains. Voilà, donc c'est très fort, mais à choisir selon le match-up, donc c'est cool parce que en fonction de ce qu'on va affronter, ça sera simple. Yes, l'autre façon de dépenser le premier palier du niveau 1, donc de la dîme de sang, c'est punissez les pacifistes. Là, vous allez utiliser donc cette dîme à votre phase de mêlée, vous l'aurez donc déclaré au début du tour, mais vous appliquerez les effets à votre phase de mêlée. En gros, toutes les unités amis et ennemis et manifestations ennemies qui ne sont pas en mêlée, donc c'est assez rigolo, vous allez l'annoncer au début du tour, votre adversaire va pouvoir choisir ou pas d'aller se mettre au chaud. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas vous allez pouvoir décider de le contrer. Et à ce moment-là, vous allez laisser un dé par contre pour toutes les unités qui ne sont donc pas en mêlée. Sur 1-2, elles prendront un dégât mortel, et sur du 3+, seules les unités ennemies prendront les dégâts mortels. Ouais, c'est cool. Alors en plus c'est simple, c'est un dé pour toute la table. Donc en fait c'est assez vite réglé, il n'y a pas un dé par unité sinon ça prend 3 plombes. Donc on jette un seul dé, c'est résultat immédiat. Rappel, les effets dim durent jusqu'à la fin de la partie. C'est pas genre à ce tour-là, je déclenche mon effet dim, il dure ce tour-là, etc. Ça va se passer. Donc imaginons vous le déclenchez T2, forcément, parce que vous commencez pas la partie avec un point de dim. Tout simplement à partir du T2 jusqu'au T5. Donc en gros, on a 1, 2, 3, 4 phases de corps à corps. Ces 4 phases de corps à corps, vous pouvez potentiellement mettre des blessures mortelles à toutes les unités qui sont pas dans la mêlée. Donc c'est potentiellement assez fort, dépendant du match. Quand on a des armées qui ont des soins, par exemple contre les Sylvanettes, c'est pas très fort. Contre les armées un peu d'élite, ça peut commencer à devenir un peu relou. Finir une unité par-ci, du coup donner un point de dim en plus supplémentaire par là, lisser un peu une stat de combat, donc ou une stat de shoot. Enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment sympas. Yes, on passe maintenant au niveau 2 de cette fameuse dîme de sang. Tout à l'heure, on vous a donc présenté le mépris divin qui permettait tout simplement de diminuer le niveau justement des sorciers et des prêtres sur la table. Ça, son niveau 2, ça va donc tuer les mystiques. Vous ne pourrez donc le faire que si vous avez choisi cette voie-là directement pour votre dîme de sang. Vous allez l'utiliser à votre phase de héros et vous allez pouvoir choisir jusqu'à 4 manifestations sur la table, tenter de les dissiper donc avec 2 dés, et si jamais la valeur de ces 2 dés est égale à la valeur de manifestation, pas au résultat qu'avait fait votre adversaire, mais à la valeur de la manifestation, ils seront dissipés, et en plus de ça, vous allez pouvoir infliger des blessures mortelles à côté d'elles. Ouais. Sympa, notamment quand on a par exemple des sorciers, comme je disais tout à l'heure, comme Croak ou des trucs comme ça, qui vont mettre des cogs à côté d'eux, ou qui vont caster des manifs. On se rappelle que les manifs ne bougent pas le tour où elles apparaissent. Donc en général, on les casse souvent dans notre camp, surtout si on a repoussé un peu via des anti-frappes en profondeur, il est obligé de le mettre dans ses rangs pour ensuite bouger et venir supporter ses amis. Là en fait, c'est dispel et bam, tout ce qui est autour, je te mets des blessures mortelles. Ça commence à être chiant de se prendre ce truc-là. Pour un sorcier, c'est un peu, putain, maintenant je dois faire gage, je prends D3 BM si la manif elle est là, tu prends, il y a des petits persos, ils ont machin, et puis ça s'oublie ce genre de truc, et sachant que c'est à chaque phase de héros. Donc pareil, vous avez
un double tour, bah, ça fait un peu des dégâts, bah, du coup, et puis la personne caste aussi peut caster pendant votre tour, donc ça rend technique de jouer de la magie contre eux, ça peut devenir assez pénible, et en plus ça aide globalement la force de bannissement de l'armée. Et on se rappelle que si un prêtre il bannit, il lance pas de prière, donc ça peut aussi vous faciliter la vie dans votre gestion à vous de vos propres prières. Ensuite, on va vous présenter la deuxième de niveau 2. Celle-là est un petit peu plus de latitude à son usage, puisque vous allez pouvoir l'utiliser quel que soit le niveau 1 que vous aviez fait. Ouais. Et ça va vous permettre tout simplement de soustraire 1 au jet de touche pour les attaques de tir qui ciblent les unités lame de corne. Ouais. C'est une aptitude passive, donc jusqu'à la fin de la partie. Ouais, c'est très fort. Ça, plus on additionne les règles de saison avec les sites de pouvoir, etc. Et même si demain on change de saison et que c'est plus la même chose, c'est vraiment très bon pour se protéger contre les armes de tir. Sachant que l'armée est quand même sensible au shoot, surtout la partie démoniaque, qui globalement culmine en sauvegarde à 4+, pour les plus gros, à 5+, pour les unités les plus petites. Ensuite, on enchaîne avec le palier 3, il n'y en a qu'un, c'est Euphorie du combat, il vaut donc 3 points de dîme, vous allez pouvoir l'utiliser si vous aviez utilisé Punissez les pacifistes, qui était donc l'aptitude qui permettait de faire des blessures mortelles si les unités ennemies, si les unités amies ou ennemies d'ailleurs n'étaient pas en mêlée. Et là, très simple, à l'exclusion des armes des compagnons, vos unités ennemies ne vont pas bénéficier des bonus à la charge. En général, par exemple, un lancier va avoir un bonus en charge de plus 1 dégât ou de anti-infanterie plus 1 perfo par exemple. Ouais, c'est ça. Très fort cette capacité. Alors encore une fois elle est ciblée, c'est un peu comme celle du tir auparavant, mais dans toutes les armées soit vous avez trouvé du shoot, soit vous avez trouvé au moins des unités d'impact de cavalerie, donc on pense à de l'avant-garde, de la cavalerie d'honnête, ou que ce soit, qui vont dire quand je charge, je frappe plus fort, ou par exemple j'ai crit 2 hits quand je charge, ou j'ai charge plus un perf, là en fait t'as rien. Donc il y a certaines unités, ça leur fait extrêmement mal, c'est contre dans certains match-ups, celle-là c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus chère, parce qu'elle a quand même un impact sur une partie qui peut être particulièrement éprouvant selon les unités. On pense en plus à des nouvelles armées qui sont sorties, genre les armées de renom de chevaliers de sang, vampires ou ce genre de choses, qui sont très basées sur des gros impacts de charge de cavalerie lourde et tout. Ça vous le déclenchez assez tôt dans la partie, genre T3, le tour 3, 4, 5 ils vont être un peu longs, parce que le mec il va charger que en dégâts 1, c'est plus du tout la même chose. Et on va terminer avec les derniers paliers, c'est-à-dire ceux qui vont coûter 4 points de dîme. On commence par Massacre Triomphal. Celui-ci, vous êtes éligible pour l'utiliser si vous aviez pris le chemin qui vous permettait soit de dissiper et de faire des blessures mortelles aux prêtres et aux sorciers, ou alors si jamais vous aviez utilisé le -1 à la touche au tir. Et là, vous allez tout simplement ajouter la caractéristique d'attaque de vos unités. C'est ça. Simple et efficace. Ouais, alors il faut juste avoir chargé pour ce truc-là, mais c'est extrêmement puissant, parce qu'on se dit en plus, quand on arrive normalement au dernier palier, au palier 4, on aura trempé de sang associé, donc en gros, toutes mes unités sont buffées, soit en crit mortel, soit avec de la perf, et en plus tout le monde gagne plus d'une attaque. Bon voilà, c'est la boufferie totale pour finir le champ de bataille, très stylé. Et en plus on a un autre buff au cas où. Yes, le dernier c'est Tailladé le sourire de corne, il vaut aussi 4 points, celui-ci sera éligible à être utilisé si jamais vous avez mis le -1 à la touche au tir et ou pas de bonus en charge. Celui-ci va vous dire ajouter 1 au jet de touche pour les attaques de mêlée des unités de corne. Ouais, donc on n'a pas des mauvais stats de combat, en fonction si on a un démon ou un mortel, on va toucher à 3, à 4 ou quoi que ce soit, et là plus un jet de touche permanent, sachant qu'on sait qu'en plus le plus 1 hit dans le jeu actuellement occasionne un -1 sauvegarde en contrepartie. Ici c'est j'ai plus 1 hit, il n'y a pas de malus, et je traverse tout ce que je vais toucher. Pas besoin de charger pour avoir le plus 1 hit et tout, celui-là il cogne fort. Soit on sent le palier qui va enfoncer votre adversaire encore plus profond dans la défaite pour terminer le corps à corps, soit celui qui va vous permettre de rattraper d'un seul coup une attrition qui n'a pas été dans votre sens depuis le début de la partie, donc très sympa. On a fait le tour de ces fameux usages de dîmes de sang. Globalement, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Là, on les a lus, il y a des choses bien évidemment qui sont obvious, fortes, mais qu'est-ce que t'en penses toi ? Ouais, je pense qu'il y a 2 chemins vraiment. Il y a un chemin préécrit qui sera utilisé pour moi dans 90% du temps, c'est punissez les pacifistes into, soit je réduis le shoot s'il y a du shoot, sinon je prends l'autre qui coupe les charges, les bonus de charge sur les cavaleries, notamment sur les cavaleries, et ensuite je finis par le bonus à la touche sur ce volet-là. 90% des games, je pense que ça ressemble à ça. Et vous avez l'autre où quand votre pote il joue trop de manifestations, trop de sorciers, trop de prêtres, et que vous avez dit ça suffit et tu me fatigues avec tes trucs, et en gros là c'est je prends le chemin anti avec mépris divin, tuer les mystiques, etc., qui a un côté aussi un peu fluff de je m'acharne contre la magie, les prêtres et tout, qui est assez sympa mais qui sera situationnel. 5 à 10% pour moi des parties, tout le reste on suivra le même chemin, donc
il y a un chemin didactique, mais il n'y a pas non plus 15 000 options. Voilà, donc c'est la nouvelle dynamique est là, nouvel mécanisme, c'est frais, des buffs qu'on n'avait pas auparavant, mais les chemins sont un peu préécrits quand même à l'avance. On continue, mais cette fois-ci dans les formations de bataille. Tout ce qu'on vous a présenté avant, vous l'avez acheté, il est à vous. Là maintenant, par rapport à la rejouabilité, vous allez pouvoir choisir une des 4 formations, ce qui va induire des gameplays différents. Ouais. La première, c'est la Légion de Khorne. Ça va s'utiliser une fois par tour en réaction de l'activation de l'aptitude de corps à corps d'une unité démon. Ouais. C'est-à-dire, en gros, je vais le faire très simple, quand une unité démon va taper, elle va pouvoir choisir une unité mortelle, c'est-à-dire d'humanoïde entièrement à 12 pouces d'aile, et elle va pouvoir taper direct, c'est donc pour casser le séquencement en ping-pong du corps à corps dans Age of Sigmar. Ouais. Très sympa. C'est très fort, ça fait partie, si on prend des armées qui ont ça, les luminettes, c'est un trait de bataille d'armée de frapper avec 2 unités à la face de corps à corps. C'est une capacité qui est extrêmement puissante, qui est l'équivalent d'avoir une espèce de frappe en premier, parce que du coup je vais double taper avant toi. Ça peut changer une partie. Très important pour les gens, vous pouvez prendre ces allégeances même si vous n'avez pas une armée qui est équilibrée. Il suffit d'avoir par exemple des pièces démons très destinées au combat. Par exemple, je joue une armée de mortels et j'ai un buveur de sang. Ça peut justifier de prendre cette sous-allégeance-là. Parce qu'en gros, je vais pouvoir, même une seule fois dans la game, j'arrive à trixer le truc, ça peut renverser une partie. Donc ne vous dites pas, il faut absolument que je fasse moitié-moitié, c'est machin, parce que dans plein de combats, on n'a pas souvent besoin d'alterner. Par exemple, vous avez souvent une unité qui est assez forte contre un combat un peu moisi sur le côté. Là, ça vous permet de faire 2 gros closes. Par exemple, j'ai... mon buveur qui enchaîne sur 20 Blood Warrior, voilà, et ça je peux renverser une game parce que j'ai empêché mon adversaire d'avoir une contre-activation qui va me permettre de lui enlever des ressources ou faire passer un palier en dégressif ou quoi. Yes, et on le rappelle, hein, même si c'est sur le même combat, maintenant le fait d'avoir plus en sauvegarde, c'est jusqu'à la fin de l'activation de la première unité. Et donc on peut plus complètement tout tanker sur une phase. C'est ça. Ensuite, la deuxième formation, c'est Cavalcade d'airain. C'est attiré par le carnage. En gros, dès que vous allez avoir une unité cavalerie ou monstre qui vont avoir réussi une charge, s'il y a une autre unité, quel qu'en soit le type, qui fait une charge à 12 pouces d'aile, vous allez ajouter 1 à la valeur de la charge. Ouais. Si vous chargez avec 2 unités de cavalier, toutes les unités à 12 pouces d'aile n'auront pas plus 1, mais plus 2 à la charge. Ouais, c'est très cool. Ça donne dans la composition, on a envie d'aller chercher au moins un buveur de sang, peut-être 2 unités de cavalerie et tout. Et ça va permettre de... Alors les bulles de 12, c'est quand même assez facile à maintenir. Et donc on va pouvoir... tout simplement se faire un espèce de volet de charge avec tout le monde sur ce truc là, c'est très cool. On peut penser aussi à des armées, par exemple si on joue full buveur de sang, c'est très sympa parce qu'on va donner, du coup il y a un buveur qui va prendre à la fin des charges, lui il va prendre, lui il a gagné plus 3 parce que j'ai mes 3 autres buveurs qui ont chargé, donc bisous le buveur, ou full cavalerie, mortel et démon et tout, c'est très sympa, et en plus ça s'additionne avec toutes les autres unités, donc c'est bien parce qu'ils n'ont pas dit tu joues full cave, donc mets que des caves dans ton armée, c'est genre mes caves, elles donnent mon buff à mon truc un peu plus lent, mes Blood Warrior ou mes sanguinaires, et clac, du coup je peux gagner une énorme projection. Très cool en termes de design, ça permet de jouer un peu tout aussi, donc voilà, pas besoin d'avoir un truc full pour aller chercher ce truc là. Yes, on continue avec Horde de guerre de Sanglier. On rappelle que les Sangliers sont le mot-clé démoniaque. Mortel. Le gars, il est juste à côté de la cible. Il est parti. Ensuite, on enchaîne avec Horde de guerre de sang lié, avec l'aptitude passive conquérant infatigable. Ça va s'appliquer cette fois-ci à tous les mortels, puisque le mot-clé sang lié, ce sont les mortels qui ont prêté allégeance à Khorne. Là, vous allez ajouter 1 au jet de touche puisqu'ils ont oublié le P pour les attaques de mêlée des unités sans lié amis qui ciblent une unité qui soit sur un objectif que vous ne contrôlez pas. Ouais. Donc très fort, c'était déjà avant, on connaissait déjà cette sous-allégeance là, elle est très bien, encore une fois parce que le plus 1 touche, sinon il est assez cher dans le jeu parce qu'il induit un -1 sauvegarde qui suit, donc quand vous prenez des ripostes, sachant que les mortels frappent, mais c'est pas non plus des tueurs à gages complets, donc ils peuvent un peu galérer à sortir des cibles, surtout costaudes, mais là c'est très bon. Pareil, c'est un bon bonus mais qui ne nécessite pas de jouer full mortel. Par contre, aller chercher quand même des unités intéressantes en mortel, c'est-à-dire au moins un pâté de Blood Warrior ou les unités d'élite de mortel à pied pour que ça y ait un vrai sens en termes de dégâts. Sachant que ça ne marche que sur les objectifs où vous ne contrôlez pas. Donc quand vous avez attaqué un objet, vous l'avez repris, après votre sous-agence ne vous donne plus aucun buff. Donc pareil, il faut le limiter parce que ça ne marchera pas dans toute la partie. Yes, et la dernière formation, c'est l'Ost du meurtre. C'est une aptitude que vous allez pouvoir utiliser sur les démons de l'âme de Khorne, tueur fervent. En gros, si elle a utilisé une aptitude de corps à corps, c'est-à-dire qu'elle a tapé et qu'elle n'est plus en mêlée à la fin du tour, elle va être capable de se déplacer de D6. Par contre, ça n'est pas un mouvement ce qu'on appelle de surge, puisque tu ne peux pas rentrer à portée de mêlée d'unité ennemie. Tu resteras donc à plus de 3 pouces. Ouais, donc c'est bon, ça permet des petits tricks, de par exemple retourner dans un cover, de passer à travers un cordon pour rentrer dans un objectif,
parce que des fois on peut faire des lignes pour interdire l'objet et donc du coup on va s'encastrer dedans et on se dit mince je peux pas, là hop le petit D6, poum, si je fais un 2+, je peux rentrer à l'intérieur. Donc très intéressant en termes de game design et de possibilités d'agression, on aime bien. Et en plus il est destiné aux démons, donc je trouve qu'on trouve un équilibre dans les différentes sous-allégeances. Yes, là on a donc vu les 4 formations. Clairement, en termes d'échelle de puissance ou de recommandations, tu pars vers quoi ? Franchement, alors, moi je trouve ça très cool. Les 4 sont jouables et sont bonnes. On a 2 qui sont un peu destinés, donc la cavalcade et la légion, qui se disent celles-là elles sont bien si je joue un mixte, ça me servira toujours. Il y a un buff à en sortir, quelle que soit ma compo sans regarder. Il y en a une, il faut quand même avoir au moins de la cavalerie ou un monstre, ça peut aider. Et par contre, les 2 autres qui sont un peu en design en mode tiens, si je joue full démon, j'ai vraiment un truc qui marche sur toute mon armée. Si je joue full mortel, j'en ai un, mais elle marche aussi dans une optique mixte. Donc c'est aussi sympa. J'ai aussi le côté du par exemple, prenez des tricks sur le tueur fervent, je peux dire je vais faire donc mon buveur, il charge, il fait un enfoncement, derrière j'ai combattu à ce tour-là, clac, je peux faire un D6 supplémentaire, tu dis bon là il y a un beau game design pour voler un objectif de fin de tour avec juste un buveur dans l'armée, donc même avec peu d'unités on peut se retrouver avec des choses assez intéressantes. On passe maintenant du côté des améliorations en commençant par les traits héroïque pour les héros seulement, massacreur de peuple. Le premier, c'est une aptitude passive qui s'appelle mépris pour la magie. On va tout simplement soustraire 1 aux sorciers et aux prêtres qui sont à 12 pouces de cette figurine. Ouais, c'est pas mauvais. Pareil, si votre pote il joue Croak, Nus, Visic, etc., vous lui prenez ça, vous prenez le chemin de dîme anti-sorcier, anti-prêtre et tout, et puis vous allez lui dire ça va être long. Il va être long, il va galérer, donc on peut réduire les niveaux, plus encore un -1. On commence à faire vraiment mal aux armées basées sur des personnages synergisants de magie ou de prêtres à côté. C'est vraiment cool. Yes, ensuite on va avoir contremaître frénétique, c'est une aptitude donc gratuite qu'on va utiliser à la phase de mouvement. On va pouvoir choisir une unité infanterie, cavalerie, Blade of Corn, qui sera donc à 3 pouces du porteur. Celle-ci ne doit pas être en mêlée et elle va pouvoir bouger de D6 pouces. Encore une fois, ça n'est pas un surge. Game Workshop a essayé d'éviter au maximum tout ce qui peut créer de la frustration. Par contre, c'est quand même l'équivalent d'une course gratuite. Ouais, c'est ça. Alors, il y a juste un petit truc, c'est que si vous sortez pas de la mêlée du gars, il est énervé parce que vous n'avez pas assez vite. Il vous met autant de BM que le D6. Maintenant, si on est bien placé, il faut réfléchir. C'est juste je mets mon personnage derrière mon unité et pas devant. Même si au pire je prends des 6 BM, c'est pas très grave dans certains cas. Et globalement, je me mets à un peu plus de 2, donc à 2,1. Mon minimum étant 1, je vais finir à 3,1, donc je prendrai 0 BM. Et mon unité va avancer de D6. Il faut, du coup, on regardera le prisme des unités. Moi, c'est mon chouchou des traits héroïques. Il est vraiment très très au-dessus de tous les autres. Et globalement, ce truc-là va dire chaque unité qu'on va regarder, quand on va essayer de gonfler un peu les effectifs et tout, on va se dire ok, on a quand même un espèce de course et charge sur toutes ces unités-là. Si vous vous rappelez un peu, vous prenez le truc des démons en disant j'ai D6 en fin de tour quand j'ai combattu. Ça peut être en mode mes sanguinaires ils se projettent de course et charge. Ensuite, quand j'ai éclaté le cordon, je vais rebouger de D6. Donc même si tu commences à faire de l'anti-jeu à t'éloigner d'eux, les machins avancent de 2d6 potentiellement par tour sur les affronter. Je me permets d'ajouter aussi la dîme à 0 points qui te permet d'ajouter un 3e dé à ta charge et de retenir que les 2 meilleurs. Ouais. Ça commence à être très stable en termes de projection. C'est ça, donc c'est une unité, vous verrez qu'on a assez peu d'occurrences de vitesse, mais celle-là pour moi c'est le banger de ce livre, c'est nouveau, le gameplay est assez frais de ce truc-là, il est assez cool et il rend les petits persos aussi à pied intéressants pour suivre nos masses d'infanterie et les projeter un peu plus. C'est celui que tu as joué dans le rapport de bataille et tu l'as pas appelé contremaître frénétique, tu l'as appelé coup de fouet et c'était beaucoup plus expressif. C'est le contremaître, il faut être les gars en disant allez au close s'il vous plaît pour corne, vos crânes ou ceux des ennemis, ça nous ira très bien. Et on termine ces traits héroïques massacreurs du peuple avec le collectionneur de crânes. Si votre porteur justement de cet artefact a détruit un héros, alors vous allez ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée jusqu'à la fin de la bataille. Ouais, cumulatif. Donc en gros le mec enchaîne, en fait tout est bien écrit, il est collectionneur de crânes et il enchaîne les têtes. Donc du coup, comme il faut avoir d'être au moins un perso, tu peux faire plus 10 attaques. Voilà, donc c'est quand même très stylé. Moi j'aime beaucoup, quand vous allez affronter des armées qui ont beaucoup de persos, genre Fire Slayer, des trucs comme ça se met évidemment sur un gros badass. On verra qu'en plus on peut suivre avec des traits, entre guillemets, des artefacts héroïques qui vont compléter ce truc là pour les rendre encore plus sûrs de perso. Donc vous allez voir qu'on va avoir des designs de perso soutien. Ou alors on est quand même en corne et on peut se faire un mastodonte en termes de duel qui va rentrer dans le top 3 des persos du jeu qui vont pouvoir éclater des héros. Très stylé quand on veut s'incarner un peu sur le champ de bataille avec une figurine
ultra stylé qui est un buveur de sang. Yes, et ben écoute, je vais tout de suite attaquer d'ailleurs par l'artefact de pouvoir dont tu parles. Ouais. En plus, c'est une arme qui a un nom, donc on aime ça à Age of Sigmar, c'est Argath, la reine des lames. Tout simplement, les héros ne vont pas pouvoir faire de jet de protection contre ces attaques-là. Voilà. Bon, bah, tous les gros persos du jeu, ou même les persos un peu de soutien et tout dans le jeu, un peu stylés, ils ont tous des protections à 6, à 5, voire à 4 pour certains persos comme Olinder ou des trucs comme ça. Bon, bah là, c'est découpage. On arrive, en fait, je t'explique, quand j'aurai buté le premier, j'ai plus une attaque, éclatage de bouche parce que t'as pas de protection, et en plus, j'ai des dégâts de flat 4 à flat 5, et machin. Plus tous les bonus de dîmes qu'on a présentés tout à l'heure. Donc le machin, t'es là, ton buveur de sang T5 qui a déjà éclaté 2 persos, il arrive. Alors en fait, moi je suis flat 6, t'as pas de protection, j'éclate des bouches. Donc c'est vraiment ultra stylé, moi j'adore. Il y a vraiment gros kiff. Ensuite, en deuxième artefact, on va retrouver la lame du boucher. C'est aussi une arme, mais elle n'a pas de nom. En gros, c'est très simple. À la fin du tour, on va regarder qui a pris des dégâts par rapport à l'arme de mêlée du porteur. Et on va acheter un D3 pour chacune des unités. Et sur un 2+, infliger autant de dégâts que la valeur du dé. À ceux qui aiment bien split. Alors, le split, c'est le mal quand on optimise. Quand on n'optimise pas et qu'on a des gros buveurs qui mettent des gros flat 4, des dégâts multiples et qui disent je mets un pas là, un pas là, un pas là, et après je tempête 200 et ça fait des dégâts et tout, très sympa. Donc c'est vraiment cool. À noter que pour ceux qui pensent qu'avec le buveur qui fait des dégâts en zone, ça ne fonctionne pas, c'est vraiment les dégâts des armes de mêlée que vous avez fait. Donc faut splitter, les mecs, c'est vraiment fort. Et au pire, ça lisse un peu votre stade de combat, donc dites-vous qu'aussi pour ceux qui veulent pas splitter, ça rajoute quand même un D3 blessure mortelle. Et comme on a noté que les 2 buffs dont on a parlé avant, c'est que contre les héros, bah, des fois il y a des héros qu'on va pas forcément aller chercher, il faut aller taper les unités. Ça marche contre les unités, donc c'est aussi intéressant de manière générale dans le jeu. Yes, et on va terminer par le collier de mépris. Petit nom historique d'ailleurs des améliorations de cornes. Très simple, le porteur va pouvoir dissiper comme s'il était sorcier lui-même. Et par contre, quand il a justement réussi à dissiper, il va quand même mettre des 3 blessures mortelles au lanceur. On se rappelle tous les bonus qu'on a déjà vus sur la dîme, c'est-à-dire les dispels et ainsi de suite. Donc votre pote, il casse des manifs, il se prend des baniches, il se prend des dégâts. Il est là, il a moins 1 niveau, il prend moins 1 au cast, et quand il passe enfin son sort, ah merde, j'ai chaté à dispel, tu prends des 3. Donc le mec, en ayant à votre héros, il peut mourir juste avec vos aptitudes de dispel associées. Donc franchement, il y a moyen de dégoûter les types de la magie. Voilà, votre pote qui vous a massacré avec son croac pendant je sais pas combien de temps, tu vas dire écoute-moi Pipo. J'ai un nouveau bouquin Blade of Corn, tu vas voir. Donc celui-là, il existait déjà, il était déjà surjoué. Quand on jouait des gros persos, on prenait le reste des artefacts. Quand on joue que des petits persos de soutien en corne qui sont aussi très bons, on allait chercher celui-là, ça rajoute de la dispel, c'est très sympa. Yes, on passe maintenant sur le domaine des prières. On rappelle que Korn n'aime pas la magie, mais ils aiment prier pour leur dieu, avec le domaine de bénédiction de sang de Korn. On commence par la première prière qui est illimitée, c'est donc celle qu'on peut tenter de manifester avec plusieurs prêtres. Elle a une valeur de niveau de 4. Si jamais elle est passée, vous allez pouvoir choisir une unité entièrement à 12 pouces du prêtre, et vous allez débloquer l'aptitude trempée de sang. Trempée de sang, on le rappelle, c'est l'aptitude où au début de la partie on va compter le nombre d'unités sur la table, et à partir du moment où on aura au moins justement tué ou été tué sur la moitié, alors on va en gros passer en mode frénétique. Donc là vous allez pouvoir l'appliquer directement sur une unité amie, c'est donc excessivement fort de buffer et d'envoyer une unité. Et si vous utilisez la version A8, c'est-à-dire la version crit, vous ne prendrez pas les malus à la sauvegarde. Ouais, donc très cool. En gros, donc le très boosté, moi je le vois très fort sur quand on va avoir des Blood Warriors qui vont du coup passer en crit mortel, et ils sont en 3+, donc ils vont en plus pouvoir se donner défense en règle, donc ils vont commencer à savater en saturation, plus crit mortel, c'est très fort. Et sinon, en version de base, ça va beaucoup aider les packs de sanguinaires, c'est un peu moins fort sur les gros monstres, parce que le palier de plus 1 dégât est moins fort que plus 1 perf sur un pâté de 20 sanguinaires, c'est extrêmement puissant. Donc moi, j'apprécie beaucoup cette prière, elle est très forte, pour le coup, c'est une prière d'attrition. Avant, on se souvient, la prière d'attrition de Korn, c'était plus un perf sur les armes, c'était très puissant. Celle-là, dans certains cas, elle est devenue meilleure. Quand on joue des pâtés de Blood Warrior qui passent en crit mortel, ça fait rigoler absolument zéro. Donc c'est très bon. Yes, deuxième prière, c'est le sang bouillant qui passe aussi sur du 4. Vous allez choisir une unité ennemie à 18 pouces, jeter un dé par figurine de l'unité, et sur un 5+, faire une blessure mortelle. Et en plus de ça, si jamais vous aviez fait la version critique, c'est-à-dire à 8, en plus des dégâts mortels, vous allez aussi faire -1 pour blesser sur la cible. Ouais, c'est très fort, c'était déjà existant avant, ils ont gardé, c'est bien, parce qu'elle est un peu agressive, elle donne un anti-masse globalement à Korn, ce qui est un outil qu'on n'a pas du tout d'une autre manière, donc c'est très sympa. Et on termine par l'acte final
de violence. Ça passe aussi sur du 4. Vous allez lancer sur une unité amie visible à 12 pouces du prêtre. Et dès que cette unité va mourir, vous jeterez un dé et sur un 5+, vous ferez une blessure mortelle. Et attention, si vous utilisez la version critique sur du 8 pour la valeur de lancement, alors vous jeterez 2 dés par figurine quand elle est détruite et sur un 5+, vous ferez une blessure mortelle. C'est rigolo, c'est l'ancienne aptitude des humains. Du Battletome. Ouais, donc c'est ce qui a fait la renommée des Blood Warriors, qui en gros étaient forts de base, mais qui surtout quand on les tuait, implosaient en blessures mortelles, et donc finalement emportaient avec eux la vague d'ennemis qui avaient réussi à les détruire, donc c'était vraiment assez frustrant. Donc bonne nouvelle pour tout le monde, ceux qui ont été frustrés, ça a disparu du War Scroll des Blood Warriors, c'est intégré une prière, c'est une très bonne prière qui va pousser par contre à jouer des pâtés quand même assez imposants, donc au moins renforcer d'unités pour les jeter au corps à corps frénétiquement, et qu'ils aient ce côté, donc cinématiquement c'est assez cool, c'est en gros le prêtre il invective les guerriers pour qu'ils se battent jusqu'à Alternative, donc c'est les scènes de film où les mecs sont à genoux, une flèche dans chaque bras, et ils continuent de mettre des grands coups de lame et de hache dans tous les sens, donc très sympa, et un domaine de prière qui est vraiment très bon, mais qui est uniquement porté sur l'agression. Voilà, c'est cool, on n'a plus les prières qui donnent des bonus de save ou des trucs comme ça, c'est fini, c'est agression. On enchaîne ensuite avec cette fois-ci les manifestations, c'est-à-dire l'incarnation des prières représentées par des figurines. Elles sont au nombre de 3, elles ont toutes une valeur de lancement de 4 et globalement elles doivent être placées à 12 pouces, voire 18 pouces du prêtre avec, pour une d'elles, une restriction sur la distance par rapport aux unités ennemis. On commence en tout cas par la hache de rage, elle va donc passer sur du 4+, et à partir du moment où on est à portée de mêlée d'une unité ennemie qui contient au moins 2 figurines, de pouvoir jeter 2 dés, et si on fait au moins un 8, on tue une unité instantanément. Ouais. Une figurine instantanément. Ouais, donc bon, ça dépend de l'unité qui est en face, hein. Si vous avez une unité de petits péons à pied, c'est pas ouf. Quand vous êtes sur une unité de 4 dragons Stormcast, quand vous jetez votre 8, du coup ça rigole quand même 0, parce que il y a un dragon de l'unité qui jarte. Donc c'est variable en termes d'efficacité, sachant qu'en plus il faut que cette manifestation elle est chargée pour effectuer ce truc-là. La hache, c'est pas la première qui est castée, vous verrez dans les bonus, mais elle est sympa, la figurine est assez cool. Yes, ensuite on va avoir les crânes Sorcevor. Donc là pour le coup on parle pas d'une mais de 2 figurines qui doivent être placées et systématiquement être à 8 pouces l'une de l'autre et vont impacter justement les figurines sorciers ennemis, puisque si le sorcier est à 8 pouces d'un des 2 crânes, alors il a -1 à ses castes. Bon, on se rajoute dans la pile des trucs anti-magie. Donc là c'est la dernière, vous enfoncez vraiment le truc à votre pote en disant écoute-moi bien, du coup celui-là tu vas le prendre pleine bouche. Il n'est pas facile à setup, parce qu'on se rappelle, comme c'est une manifestation qui a un mouvement, elle va d'abord se mettre à plus de 9 pas de l'ennemi, mais elle fait son effet immédiatement dans un rayon de 8, donc on n'est pas effectif dès qu'on la pose, il faut attendre d'avoir bougé, donc entre temps il y a un tour de bannissement, il y a un truc. Voilà, donc les crânes ils sont bons, mais vous verrez qu'ils font très rarement leur -1 cast sur une cible, c'est plutôt on l'utilise pour par exemple faire un anti-frappe en profondeur derrière soi, ou des choses comme ça, c'est très rarement possible de les amener jusqu'à une distance d'un sorcier. Ensuite on termine les invocations avec ma préférée, l'icône sanglante, pareil, qui passe sur du 4. À partir du moment où elle est sur le champ de bataille, à votre phase de héros, une fois par tour, vous allez pouvoir utilisez une dîme de sang que vous n'aviez pas débloquée, jetez un dé, et si votre dé correspond au moins à la valeur de cette dîme, on rappelle que ça va de 1 à 4, alors cette dîme sera considérée comme étant active jusqu'à votre prochain tour. Ouais, c'est très fort, c'est bon. Alors avant c'était encore plus fort, ça pouvait couper les ordres autour du truc. Celle-là elle est sympa. Elle est sympa, maintenant elle est un peu random, faut être entièrement à 8 d'elle, puis après il faut jeter le bon dé pour avoir le... Bon, elle est ok, elle est bien. Voilà. En fait, si ça synergise... elle va dans le sens tu vois ce que je veux dire, de l'armée, c'est pour ça que je trouve qu'elle est vraiment... Tu tentes le truc, si ça passe, ça file quand même un méga buff, donc c'est pas mauvais. Ça amène ma prochaine question, en fait. On voit que là, on a que des manifestations qui passent à 4, ce qui est très bien, mais c'est aussi la valeur de lancement des prières. Et quand t'as une prière qui passe une unité en frénésie... Déjà, j'ai envie de te dire, combien de prêtres de niveau de prière tu vas avoir dans une armée aujourd'hui Khorne en 2000 à peu près, et est-ce que tu as envie de faire des manifestations alors que ça peut être des tremplins, alors que justement en général tu as un tour de latence, ou est-ce que tu as juste envie d'avoir un gameplay un petit peu à l'Eldar, c'est-à-dire je buff une unité, je l'envoie dans ta tronche et je fais quasiment ça tous les tours? Tu vas plutôt, pour moi, avoir plutôt ce gameplay là, parce que les manifestations sont ok, mais ils sont pas synergisantes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas la poser peut-être en début de partie, et si l'ennemi l'a pas enlevé, elle fera son effet un petit peu plus tard. Ou alors tu vas le mettre si en cours de game, ce dont tu as vraiment besoin c'est plutôt une attitude de dîme plutôt qu'autre chose. Voilà, sachant que celle-là c'est un vrai tremplin parce qu'elle ne bouge pas, donc quand vous la posez elle reste là, donc l'ennemi peut s'agripper dessus, la charger, etc. Donc l'icône c'est la plus dure à jouer, mais celle qui a le plus gros buff. Et pour le nombre de prêtres, pour répondre à ta question, tu auras entre
1 et 3 prêtres dans une armée de 2000 points. Tu sortiras quasiment jamais à 0 prêtre. Il y en aura toujours à minima 1. Voilà. Même si tu joues une armée pour moi-même full buveur, tu joueras au moins ton petit prêtre de niveau 1. Avant de s'attaquer aux différentes unités, il nous reste à voir bien évidemment le décor de faction. L'hôtel des crânes, qu'est-ce qu'il fait ? Alors l'hôtel des crânes, c'est un hôtel où du coup vous allez pouvoir à votre phase d'héros rentrer un petit personnage à l'intérieur. Ce que va donner ce bonus, c'est que vous allez avoir le prêtre qui est à l'intérieur, donc on essaie de rentrer des prêtres, et on va avoir du coup un bonus au lancement de prière, donc on va gagner +1, donc on commence à vraiment pouvoir stacker assez facilement les prières, sachant que vous verrez, on a aussi des prêtres qui ont aussi des buffs un peu passifs, et à côté de ça, il va aussi, on va dire, défendre votre armée encore plus fort contre la magie, les manifestations, etc., en vous faisant potentiellement gagner des points de dîme de sang, donc ça permet aussi d'accélérer dans le rythme de la partie. Ça fait partie des terrains qu'on met quasiment tout le temps sur le champ de bataille, sauf si on affronte une armée où il n'y a pas de magie. Voilà, ça peut être le seul cas si par exemple, je vais vous prendre, vous avez un Night Taunt qui est assez peu fourni en sorcellerie, et bah du coup vous allez vous dire, c'est rapide, il peut quand même s'agripper dessus, je vais peut-être ne pas le jouer, mais dans la majorité des cas, c'est un décor qu'on joue quasiment tout le temps, au moins pour fiabiliser nos prières, voilà, par rapport, et sachant qu'il donne quand même un petit peu moins de buff qu'avant, parce qu'avant c'était un peu trop fort, donc là ça s'est un tout petit peu réduit sur ce volet-là. Voilà. On a fait le tour des différentes aptitudes d'allégeance. Pour l'instant, je trouve ça très savoureux. On est vraiment dans ce qu'on attendait de l'ADN de Khorne, moins contrôle comme tu l'as dit, mais beaucoup plus attrition, avec toujours justement cet assaisonnement anti-magie qu'on aime avoir. On peut pouillave. Si on fait une armée full anti-magie, on peut vraiment dire si je tombe sur un prêtre ou des sorciers, je vais vraiment leur mener la vie dure. Sachant que c'est toujours, on peut jouer contre Khorne si on joue de la magie, c'est juste que ça rend les games très compliqués. Donc il y a un vrai fluff aussi anti-magie qui est assez cool. Yes, on rentre maintenant dans le dur de ce Battle Tome en regardant ce qu'on appelle les War Scrolls, c'est-à-dire les fiches d'unité. On commence tout seigneur, tout honneur par celui qui s'est brûlé les ailes, c'est-à-dire Skarbrand en démon majeur. Il est à 450 points. On est clairement sur une machine à peindre. Il a 2 haches qui sont nommées. Je vous invite à nommer vos petites haches. Soit massacre, dégâts 4, soit carnage, dégâts 8. Tu choisis, mon pote. Qu'est-ce qu'il fait ce gars et comment tu le trouves ? En gros, sa nouvelle aptitude elle est plus simple, c'est que tant qu'il n'a pas combattu le tour d'avant, souviens qu'en gros Skarbrand il a besoin de se battre, donc tant qu'il se bat pas, il a un buff. Là c'est plus simple, ils lui ont donné l'aptitude trempée de sang tant qu'il s'est pas battu. Donc en gros c'est un monstre, il gagne +1 dégât sur ses armes. Donc en gros on n'est pas, donc il fera un peu plus fort qu'avant avec 4 attaques flat 5 et 2 attaques en crit mortel flat 9. Donc il a le profil le plus badass du jeu. On lui donne, donc il est destiné, il touche à 3, donc on a très envie de lui donner une attaque en raid, donc globalement il va tout le temps prendre son quasiment -1 sauvegarde. Et sa règle structurante, c'est qu'il a une charge à 3D permanente, donc c'est vraiment très fort. Et c'est important, c'est que c'est un passif, donc il contrecharge également à 3D. Donc il met une pression sur le champ de bataille énorme. Il a, et à la phase de mêlée, il peut mettre également des petites blessures mortelles et tout, c'est pas pour ça qu'on le prend, on s'en fiche. Il met des énormes tartinades sur ce volet-là. Il est capé à Rennes-2 maintenant, puisqu'on n'a plus de prière de Rennes, donc il peut plus tout arracher non plus comme avant. Mais par contre, c'est une machine à peindre totale quand on arrive. Écoute, c'est flat 9, tu vois, ça crie de portel. Combien ? T'as fait combien ? Je te le demanderai plusieurs fois dans la game. Tu prends 18 BM. Le mec est là, tu vois. Skarbrand, faut être assis quand le mec te met des coups dans son profil, parce qu'à chaque fois qu'il t'annonce un truc, c'est combien ? C'est flat 5 en fait, je t'explique. Voilà. Donc c'est assez cool. En fait, lui, une de ses 2 armes, c'est l'arme principale d'un buveur de sang, tu vois. Donc en fait, le gars manie un buveur de sang, mais dans une seule main. Tu vois, donc, c'est quand même assez stylé. Voilà, moi je l'adore. Yes. 450 points, on va le mettre en opposition donc aux buveurs qui vont être génériques. On rappelle que Skarbrand est un héros unique, il n'est donc pas éligible aux améliorations. On va voir derrière 3 buveurs de sang, globalement qui vont être entre 410 et 420 points, avec à chaque fois des spécificités dépendamment de leur cible, anti-monstre, enfin chasseur de monstres, anti-infanterie, et ainsi de suite. En fait, t'en as 3, t'as anti-héros, anti-infanterie et anti-monstre. Yes, qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux ? On commence par exemple celui de la colère de Khorne. Ouais, en fait tu vas avoir du coup la colère, c'est celui qui va être anti-héros. Donc lui, déjà ils ont tous quasiment l'anti-perf destiné à détruire. Donc lui c'est des patates flat 4 en toute technique d'arrosage, donc il est en Rennes-3, qui sont quasiment tous Rennes-3 contre la cible susnommée. Lui il va dire en fait j'ai +1 pour éclater les héros, quand je suis contre un héros au close je jette 8 dés, chaque 4+, tu prends une BM. Donc le mec arrache tout quand il éclate, quand il touche un héros. Donc ça c'est vraiment très cool, on adore. Et après vous avez la rage insensée, donc lui c'est Monsieur Swing, c'est celui qui a le moins d'attaques sur son profil, il en a 5, par contre il dit à chaque fois que je fais un 6,
Je t'explique, c'est toutes les unités ennemies dans un rayon de 8 pas qui prennent des 3 blessures mortelles supplémentaires, également celle avec laquelle je combats, hein. Donc c'est même en mono-cible, quand vous claquez 2-6 à la touche, il dit bah c'est mon profil, donc lui il a des flat 5 anti-infanterie, éclatage de tête. Quand je charge, en fait je te mets D3 blessures mortelles, par contre si t'es infanterie, c'est plus 3 BM, donc c'est D3 plus 3. Donc lui ça commence à cogner très fort, donc lui on adore. Moi j'adore ce petit joueur, en plus il a double, il a la hache énorme, donc c'est assez stylé. Et le dernier c'est celui qui a fouet, donc lui attention, armée de shoot, parce qu'on a quand même un tir de fouet. Et par contre lui il est anti-monstre, donc lui il met des patates flat 4 anti-monstre, et par contre il a son fouet, c'est-à-dire que en gros il va réduire le mouvement d'un monstre close, il va le forcer à faire des mouvements d'engagement vers lui, et en plus il va dire bah t'es dégradé dans tes attaques au corps à corps sur ce volet là, voilà. Et il va fiabiliser la charge de l'armée qui est à côté de lui, donc il est un petit peu plus support, le dernier avec le fouet, c'est celui qui était le plus joué auparavant, parce que anti-monstre, il y a beaucoup de monstres dans le jeu. En général, quand vous avez des gros héros, ils sont également monstres, donc vous trigger la caractéristique un peu plus souvent, donc on aime bien celui-là quand on va en prendre un seul. Maintenant, si on veut vraiment faire un personnage game design, on peut aussi dire je prends le mec anti-héros, je lui mets à chaque fois qu'il bute un héros, il a plus d'une attaque, et en plus quand je tape sur un héros, il n'y a pas de protection, tu vois. Lui il dit écoute-moi bien, tu vois, je t'éclate. Ou alors vous prenez l'anti-monstre et vous dites bah je croise une Alarielle, un Ionus, ils sont monstres et héros, donc je peux également faire le même combo, mais si je croise par exemple un Behemoth qui est pas héros, bah, je peux aussi l'éclater de manière simple. Voilà. Yes, on les a vus, donc les buveurs sont entre 410 et 420 points, Scarbrand 450, mais pas customisable. C'est quoi toi ta reco ? Le moins fort de tous, c'est le swing anti-infanterie, parce que même si on est dans une version, la première partie de la méta, début de cet été, c'est beaucoup de pâtés d'infanterie, etc. Mais en fait, les autres font quand même largement le taf contre l'infanterie. On est sur du la reine -2 flat 4, donc globalement, l'infanterie, elle prend quand même des tartines assez fortes. N'importe lequel. Celui que vous kiffez, je dirais, bah oui, donc 90% élite, on va peut-être voir plutôt l'anti-monstre, parce que c'est celui le plus passe-partout, il aide la charge des autres unités. Par contre, l'autre anti-héros est vraiment une masterclass intégrale pour éclater des héros. Il est franchement en 1-1, je dirais, à part du niveau d'Archaon, il n'y a personne qui lui tient tête. Donc c'est quand même assez stylé en termes de représentation sur le champ de bataille. Pour moi, on peut tous les jouer, de Scarbrand jusqu'à n'importe quelle version. Donc, et on peut jouer, attention, très important, vous pouvez jouer un full buver. Ça a perfait, ça fait quelques petites listes, mais il y a des listes où vous pouvez faire triple buver Scarbrand. Ça marche vraiment pas mal et c'est vraiment pas simple de jouer contre. Hein. Ça met des très belles tartinades. Ensuite, on continue avec les démons héros, mais infanterie, en commençant par le preneur de crâne qui est maintenant à 120 points. Qu'est-ce que tu penses de ce gars et qu'est-ce qu'il fait ? Le preneur de crâne, personnage avec un fluff exceptionnel. En gros, c'est vraiment le champion de corne pour aller prélever des crânes de mecs stylés. Donc en général, il l'envoie pas pour Pouillave, le champion de quartier, mais il lui dit bah lui, il a l'air cool. Est-ce que tu peux aller le tuer ? Et donc en fait, le preneur de crâne, soit il y va, il récolte le crâne, il le ramène à corne, soit il paume. Et après, il est réincarné par corne pour recommencer. Donc c'est pas grave, sa vie est assez sympa. Lui, c'est un dueliste complet, donc il est très très fort contre les héros. Il est très charismatique, la figue est ultra cool, donc on l'aime bien. Particulièrement, il peut, entre guillemets, soit se soigner quand il se bat contre des héros, et en plus, il peut se téléporter, on va dire, à côté des héros qui se sont battus pour accélérer le fait d'accéder au duel qu'il a recherché avec corne. Donc très sympa. Et derrière on enchaîne sur le maître du sang. Yes, qui lui aussi a 120 points. Ouais. Et lui en fait a comme capacité, comme d'habitude en fait, de pouvoir s'activer en mêlée et d'activer l'unité qui lui correspond. Ça tombe bien, ce sera leur sanguinaire de base. Et lui pour le coup il est même meilleur que ceux qui le font, ce qu'on appelle en général des bodyguards. C'est que lui il donne aussi +1 à la touche gratuitement. Or maintenant on le sait, hein, dans cette saison le +1 touche induit automatiquement un -1 à la sauvegarde. Ouais, absolument. Donc on peut voir des petites combinaisons. Je mets ma prière, je suis trempé de sang, donc mes sanguinaires sont en perf -2. Et là j'enchaîne avec un +1 hit entre guillemets gratuit, avec des sanguinaires perf -2. On lui met le petit fouet de tout à l'heure, et on a des sanguinaires qui bougent de D6 supplémentaires, qui vont éclater des têtes, qui peuvent bouger de D6 en fin de tour dans un full démon par exemple. Pas mal. Belle petite combinaison, simple à mettre en place, simple à jouer à la table de jeu, et qui est très agréable quand on la place. Et il y a des combinaisons un petit peu plus dures aussi à montrer, et tu as réussi à le faire, et merci pour ça sur le prochain rapport de bataille qui sort lundi. C'est le fait que vous allez le faire charger, lui, une unité de démon à côté et une unité d'humain à côté. Si vous jouez l'allégeance qui vous permet de tout activer, vous l'activez lui en premier, il check ses potes, donc ils vont aussi pouvoir taper avec +1 touche, et en plus de ça, une unité mortelle à 12 pouces va aussi pouvoir tataner avant que l'adversaire ait le temps de bouger. À qui tu peux te donner all out attack, et donc enchaîner avec doubles unités qui ont frappé avec +1 hit, etc. Tu peux faire des belles combinaisons, c'est assez sympa.
fait partie des tricks de jeu qui sont à l'intérieur de l'armée. Ensuite, on va passer à la première et seule troupe d'ailleurs démoniaque de Khorne avec les sanguinaires. On peut les jouer par 10, on pourra aussi renforcer l'unité, et on est à 170 points d'ailleurs, les 10, pour une sauvegarde à 5, une protection à 6 et 2 points de vie par modèle. Ouais, alors il faut faire attention, c'est pas si simple que ça à tuer, les sanguinaires. Ils ont crit mortel, donc ça met toujours un peu des petits dégâts, même à l'arrêt, même quand c'est pas buffé, etc. Donc ça prélève un peu des taxes. On peut en faire, qu'on en a parlé un peu avant, mettre un peu des synergies autour de l'armée, avec un bloc de 20, deux blocs de 20, jouer un MSU avec 4x10. Enfin, il y a pas mal de petites combinaisons à faire qui peuvent être sympas, si on joue full démon ou pas. Ça peut juste aussi être notre marteau. Et par contre, ils ont une règle qui est hyper stylée, qui est violence incessante. C'est-à-dire, quand ils sont au combat, à n'importe quelle phase de mêlée, la vôtre et celle de l'adversaire, vous pouvez faire un mouvement de 3 pas. Ce mouvement n'a pas de restriction, sauf de dire que vous devez finir en mêlée. Donc on peut imaginer plein de circonstances. Ça marche en offensif pour, par exemple, je charge, et puis j'ai fait une charge normale, mais là, d'un seul coup, avec 3 pas, je peux changer de corps à corps et déplacer mes mecs pour aller chercher une unité qui est derrière. Ou tout simplement rapprocher, si par exemple je me suis un peu étendu, je peux rapprocher tous mes gars pour qu'ils frappent vraiment tous. Quand j'ai 20 sanguinaires, c'est pas facile. Si j'ai fait par exemple un petit jet de charge, je me suis un peu raté sur ce volet-là. Ça permet en défensif, quand vous êtes en multi-combat, de dire je vais m'écarter en me rapprochant d'une autre unité, en reculant mes troupes, parce que ce n'est pas un mouvement de pin. Donc chaque figurine n'est pas obligée de se rapprocher d'un adversaire. Simplement, toute mon unité fait 3 pas. Ma seule restriction, c'est je finis au close. Donc je peux aussi reculer pour que toi, avec ton bon engagement, tu dois venir vers moi pour que peut-être mes renforts soient plus proches après. Plein de trucs. L'unité est passionnante à jouer avec ce truc-là. C'est très fort. Donc moi, j'adore cette règle. Elle est extrêmement puissante et extrêmement versatile dans les 2 volets du jeu. Donc par exemple, si on combine ça avec la règle du bataillon démon qui dit fin de tour, je fais D6 en plus, on commence à avoir des vrais mouvements assez sympas d'unité qui a fait 3 pas, j'ai détruit ma cible, je refais D6 derrière. Donc le vol d'objectif, par exemple, avec des unités démons sanguinaires, il est... vraiment il vient à portée de tout le monde, et ça permet pour les gens qui commencent le jeu aussi d'appréhender des mécanismes un peu techniques. Ça pour le coup c'est de la technicité. Yes, tu le montres aussi dans le rapport de bataille qui sort lundi, où justement en finissant en mêlée t'arrives à mettre des unités dans le vent qui auraient chargé. Donc ça c'est très très appréciable, c'est ultra skill dépendant par contre, mais tu peux vraiment gagner et être très fier justement de tes mouvements par rapport à ça. Qu'est-ce que t'en penses à 170 points par contre? Moi je les trouve en fait, pour la technicité de leurs règles, ils sont exceptionnels. Peut-être d'autres personnes vont préférer les Blood Warriors et tout. Pour moi, ils sont en opposition. C'est soit des pâtés de Blood Warriors, soit des pâtés de sanguinaires. Pour moi, les sanguinaires, ils ont tout gagné dans la version. Le fouet qui leur donne de la vitesse, qui donne aussi la vitesse aux Blood Warriors, mais pour eux, ils en ont particulièrement besoin. La prière qui est extrêmement forte. Du coup, j'ai du cri de mortel sur mon profil et je passe en Reine -2 avec la prière. Donc en fait, j'ai accès aux 2 trucs les plus forts en termes de combat dans le jeu facilement. Masterclass des sanguinaires, je pense, à venir dans la version en termes de combat. Voilà, il rentre dans le style de l'infanterie semi-lourde d'élite, mais qui a des excellentes règles. Ok, on enchaîne ensuite avec le héros de Khorne, mais cette fois-ci sur son trône de sang, qui lui est à 160 points. On est donc sur un prêtre de niveau 1. Ouais. Lui est très cool. En fait, il est très protégé contre les sorts et les manifs. Il a une protection à 4, donc il est chiant à tuer. Et par contre, tu peux choisir une unité ennemie à côté, lui allouer des dégâts, et à côté du coup il va augmenter son niveau de puissance, donc ça va devenir un sorcier niveau 2, ce qui est très fort dans le jeu pour pouvoir faciliter les prières. On se rappelle qu'on peut banquer des points pour ensuite passer une prière soit critique, soit la fiabiliser derrière, donc c'est très fort. Il est fort. Maintenant, il a pas trop de synergie avec les sanguinaires ou les trucs comme ça. Moi je le trouve ok, mais c'est une figurine qui est très cool, mais il n'a pas des règles incroyables, donc c'est vraiment au kiff pour la figurine. Sinon, j'y vois pas un immense intérêt. Ok, le kit permet aussi justement d'être assemblé en canon à crâne qui lui vaut 150 points. Ouais, lui il a le même truc qu'avant, c'est-à-dire en fait s'il tape au close, qui fait des morts, il peut tirer immédiatement donc dans la cible avec laquelle il est engagé au corps à corps, ou déclencher un shoot. Il a un shoot qui est plus ou moins anecdotique, 4 tirs en 4-3 -1-2, ça fait pas non plus rêver. Et à côté, ils ont rajouté une règle qui est quand il fait des shoots, il peut réduire l'OC des adversaires, donc le control score de cette unité. Ça c'est quand même pas trop mal. C'est des unités d'appoint, c'est vraiment si vous avez un kiff avec elles, que vous voulez, vous aimez bien le design des trucs, vous voulez rajouter un petit peu de tir et tout, c'est pas incroyable. faut vraiment le dire, ces unités, les 2 chariots, il n'y a pas de grande synergie avec l'armée. Le tir, on n'en a pas besoin du tout dans l'armée sur ce truc-là. On peut pas masteriser avec plusieurs occurrences de tir, donc c'est pas foufou. Voilà. Ok, ensuite on va découvrir ensemble les écarisseurs qui pour le coup eux sont à 150 points, les 3.
Ouais. Bonne unité, pas cher, pas si simple que ça à tuer. On est à 5 PV tête, donc c'est lourd. Save à 4, c'est pas mauvais. Protection à 6, ça commence à être fatigant. Moi je les aime bien, ils sont bien. Il y a de la saturation, c'est beaucoup de saturation. La cavalerie, vous verrez on va dire en corne, ça c'est de la cavalerie vraiment semi-lourde. Elle est fatigante parce qu'elle a un bon contrôle score. 5 PV, c'est qu'on est à 2 de contrôle score chacun, donc ça prend bien les objectifs, ça prend une grosse place sur la table, c'est des grosses gélules, difficiles à sortir. Je les aime bien, ces unités qui sont pénibles à affronter. En plus, même par 6, on peut facilement rentrer dans les couverts parce que notre cohésion, on a des gros pâtés, mais qui vont se coller à un pas des terrains de couvert ou quoi que ce soit, qui vont du coup être difficiles à sortir pour les armées de tir, voire devenir des plays quasiment ingérables. Moi, je les trouve très bons, ils ont un gros move, 10 de move, ça commence à être vraiment bon. On peut les buffer avec le fouet, donc on est à du 10 plus D6 et tout. Ouais, ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment bien. Et en plus, on a des bons buffs, on a du crit mortel et de l'anti-cavalerie en bas sur les écarisseurs qu'on retrouvera tout à l'heure. Très bonne cave, pour le coup. Ok, on enchaîne ensuite avec Karanak. C'est le personnage des Thiens qui lui est à 110 points. Ouais, donc c'est pareil, lui en gros, vous avez une proie sur le champ de bataille, et Karanak est de plus en plus fort contre cette proie-là, et globalement il buff les chiens qui sont autour de lui. Ça est pareil, figurine charismatique, avec un fluff de ouf, c'est le chien de corne. Donc le mec il a son toutou, il envoie Woofy chercher sa proie et le crâne de ce mec là, et Woofy revient avec le crâne ou pas, voilà. Et voilà, donc très cool. Moi je l'aime beaucoup, j'ai toujours voulu l'intégrer dans mes listes, je l'ai beaucoup joué à Warhammer Battle, ça manque de le jouer, charisme de dingue quand vous le mettez, Karanak c'est très stylé, vous le mettez avec 2-3 unités de chiens sur le champ de bataille, c'est une gueule de malade, vous avez des chiens enragés, ils sont vraiment pas mauvais en plus. Qui sont très chiants contre les sorciers, vous verrez. C'est le War Troll juste après, et il y a un beau charisme, les figurines sont cool en plus. Yes, et bien justement, là on passe sur les molosses de corne. Eux pour le coup, ils sont à 100 points les 5. Est-ce qu'on est sur une unité à utilisation de cordon? Est-ce qu'on est sur une unité, tu vois ce que je veux dire, de chasse? Qu'est-ce que tu peux dire sur eux? Déjà, ils embêtent grandement les sorciers, parce que quand il dit le sorcier il fait plus des fiascos que sur un double 1, mais sur les double 1 ou double 2. Enfin tous les résultats de 1 ou 2, ou même il fait 1 et 2 sur les 2D, bam, fiasco, ça rigole quand même pas très fort. Ils sont bêtes, mais si vous mettez Karanak à côté, ils perdent le mot-clé bête, donc ils sont plus au C1, ils sont au C1 par figurine, donc ça peut commencer à être un peu chiant en prise d'objet. Ils valent pas cher, save à 6, ward à 6, 2 PV, ça met de la saturation d'attaque à 4+, 3+, etc. En plus de ça, ils prennent les buffs soif de sang, donc ils peuvent devenir pas mal fort au fur et à mesure du combat, comme tout le reste de l'armée. Donc moi je les trouve très bons. Masterclass d'en prendre au moins une ou deux unités, que ce soit contrôle de la map, sacrifice d'unité, unité qui va rapidement donner de la dîme de sang en allant vers l'avant. Très très bon de les jouer, très dynamique dans le jeu, on adore. Ensuite on enchaîne avec une des unités qui nous vient de Warcry, donc une unité de 8 modèles qui va coûter 100 points, et donc ce sont les griffes de Karanak. Ouais, très bon, une unité du coup qui a un des rares pré-moves dans la partie là-dessus, donc ça vous permet aussi de générer très rapidement de la dîme de corne, parce que vous pouvez vous jeter sur l'adversaire au premier tour, et donc son premier tour il devrait soit vous tuer, soit il a une unité en serrant, c'est très chiant. À pas sous-estimer au close, pareil, c'est des unités, en fait c'est des petites unités d'appoint mais qui sont très fortes en 1 contre 1 contre les autres unités d'appoint, parce que ça a du crit de touche. Quand on est à côté des chiens, en fait on a un crit de touche amélioré à 5+, donc on commence à savater très fort les petits gars de base. Donc ouais, très bon, très très bonne unité. Ça permet aussi de pas se faire alpha, c'est-à-dire se faire agresser très tôt. On met des cordons qui font un pré-move de 6, du coup repoussent l'attaque adverse un petit peu plus loin. Donc ils sont vraiment excellents. Ils rentrent très bien aussi dans les tactiques, par exemple de scout de la saison, où on veut sortir de son territoire. Des fois le territoire est un peu loin, donc entre ça et des cavaleries, on peut facilement accéder à faire scout au premier tour, quel que soit le scénario. Moi je les adore, ils sont vraiment très polyvalents dans leur rôle. Ok, on ensuite avec les petits héros humanoïdes de Khorne, en commençant par le despote de Khorne, qui est quand même lui à 150 points. Après, il va pouvoir donner plus 1 pour blesser aux unités humains infanterie, entièrement à 12 pouces de lui. Et il va aussi pouvoir choisir, sous les mêmes conditions, un héros infanterie humain pour lui donner frappe en premier. Ouais, c'est cool. Donc moi j'aime bien. Alors, le problème c'est qu'il choisit un autre héros infanterie. Moi j'aurais bien aimé qu'il puisse se donner Strike First à lui-même. Son profil est ok, il fait un bon porteur d'artefact, on peut lui donner le fouet, il donne un bon buff aux élites infanterie à côté. Les mortels en général blessent pas des masses, à 2, 3+, à 4+. Donc là ça va être bien. Moi je l'aime bien, elle est forte cette unité, ils en ont réussi à faire un design
très pièce de support, donc pour le coup il est cool. Yes, ensuite, comme d'habitude, on a l'habitude de ces petits héros, on va découvrir le consangrateur. Lui, il est à 130 points et il permet tout simplement d'améliorer les ralliements. Ouais, bah maintenant Game Shop a réussi à lier un peu toutes les bannières du jeu, tout ce qui est porte-étendard, etc. Ça buff le ralliement, c'est une règle un peu générique. Plus 3D sur ce truc-là, donc c'est très cool, ça permet de monter, quand vous avez un musicien, vous montez à 10 points de ralliement. Sachant que chaque 4+, du coup, vous donne des points de ralliement, vous pouvez dépenser pour soigner ou remonter les figurines. Bah, vous prenez par exemple sur des sanguinaires, ça remonte entre guillemets 2 sanguinaires et demi, donc c'est quand même assez fort hein, et ça permet de potentiellement gagner également en projection. J'ai perdu des figurines, je remets une figurine, c'est le mécanisme qu'on connaît à 40 000 à Age of Sigmar, je remets une figurine à 0,5 des mecs qui étaient là, donc je gagne avec un sanguinaire, vous gagnez un pas et demi de mouvement, je me fouette derrière, un pas et demi de mouvement plus des 6 plus machin, et hop, j'attrape une cible que je ne pouvais pas avoir au départ, sachant que le ralliement on peut le faire pendant le tour adverse et notre tour, donc du coup vous pouvez faire des fois 2 ralliements à 10 dés, donc d'un seul coup c'est 5 sanguinaires qui peuvent revenir dans une seule unité en un seul tour et donc reprendre vraiment force au cours de la partie. Yes, il a aussi une aptitude une fois par bataille qui lui permet de mettre plus une attaque en mêlée pour tous les humains du champ de bataille. Ouais, du champ de bataille, il l'avait déjà avant, ça rendait extrêmement présent pour augmenter la qualité des unités. Je pense qu'on le rentre en personnage de support, il est très bon. Moi je l'aime beaucoup. Ça, vous pouvez lui mettre la petite couronne qui fait qu'il dispel et quand il dispel, il met des 3 blessures mortelles ou ce genre de choses. Ça fait un très très bon personnage de support. Yes, on continue avec le chauffe-sang qui lui vaut 100 points et permet tout simplement d'avoir course et charge sur une unité humain qui serait à portée de mêlée à la phase de mouvement. Ouais, bah lui, porteur aussi du fouet intrinsèque qu'on trouve dans les traits de co, c'est-à-dire je mets le fouet, là je suis à D6, plus je mets course et charge derrière à la phase de mouvement. Bon là les gars c'est masterclass hein, parce que vous avez du coup je bouge de 2d6 plus mon move pour aller tataner des types. Donc ça, un bon 20 Blood Warrior à côté. Et puis c'est pleine bouche dans ta tête. Je me mets ma petite prière juste avant. Clac, mes Blood Warriors ils sont en crit mortel. Bisous. Voilà, c'est le parpaing qui arrive, qui trace la map. Voilà, donc on est à 7 plus 5 de move, 12 plus une charge que je peux buffer. Les 20 Blood Warriors ils vont très bien accepter le D3 blessure mortelle. Je donne un Blood Warrior et j'ai une charge, donc charge minimum, la charge augmentée, ça vous donne une charge à 9. Globalement, le 3d6 si je prends les deux meilleurs. Donc globalement, vous êtes à 2d6, 7, 5, 12, plus 9, vous êtes à 21 de portée de menace avec un pâté de 20 Blood Warrior. Mange. Voilà, pleine bouche, et en plus, vous verrez que les Blood Warriors, quand ils vous agressent chez vous sur vos objectifs, gagnent en protection. Donc ça donne très envie d'être agressif. Yes, ensuite une des plus vieilles et moches figurines de Khorne, c'est Khorgorath. Lui, il est à 120 points. C'est donc un monstre sanglier, donc c'est assez rigolo. Il va avoir comme saccage le fait de ne pas permettre à son adversaire d'utiliser des ordres sur un 3+, et lui soustrait aussi 3 au score de contrôle d'objectif pour tout ce qui n'est pas monstre. Voilà. Donc le Gorgorath, autrement appelé Gorgo Truc ou machin, alors on l'a jamais vu. Donc là, Game Workshop s'est dit, on vous lui met la règle la plus pétée de AOS, c'est-à-dire le coupage des ordres. Quand il y a ça, AOS c'est synonyme de c'est un truc fort. Le problème, c'est que notre Gorgorath, il a 8 PV, save à 5, pas de protection, il est monstre, mais il est contrôle d'objectif 2, donc globalement, il vole pas l'objectif à Dunnerling, donc c'est quand même très compliqué. Et il tape comme une moule frite absolue, même pas un petit crit mortel pour faire un petit swing, un truc. Bon, son profil de close et d'encaissement est absolument dramatique. Maintenant, il apporte un anti-horde. Donc, j'ai 101 points, je mets lui, je mets des griffes de Karanak dans mon armée. Anti-horde, c'est comme si vous pouviez avoir accès des fois à des plus imperfs ou des trucs comme ça, parce que vous coupez la capacité de l'adversaire à mettre un défense en règle ou un truc comme ça. Est-ce que ça suffira ? Moi, je pense qu'on le voit dans aucune liste. Mais sauf lundi. Mais je pense qu'on le voit parce que il y a beaucoup de joueurs de Khorne qui l'avaient parce qu'il était dans la boîte de base. Donc tout le monde en a au moins un, mais personne ne l'a encore sorti. Voilà. Sauf toi lundi. Sauf moi lundi, mais sa raid est forte. Un 3+, pas d'ordre, c'est vraiment très puissant. Voilà, ça peut vraiment changer une game, ça peut empêcher les enfoncements, ça peut faire plein de choses. Voilà, c'est vraiment très bon. Pourquoi pas. Yes, on continue dans les petits personnages prêtres humanoïdes. À 130 points, on va retrouver le ritualiste Seigne Royaume. Lui, il a une attitude quand même qui est assez intéressante, qui est la rune de sang profanatrice. Une fois par partie, à votre phase de mouvement, vous allez choisir un objectif ou un élément de terrain à portée de mêlée de cette unité. Et
tous les sangliers entièrement à 12 pouces de cette cible, donc soit d'un objectif, soit d'un élément de terrain, donc ça peut être énorme, vont avoir plus un bless. Voilà. Donc ça, alors, tristesse. On s'est dit, il y avait 2 règles à la con en Blade of Corn. Il y avait les Blood Warriors qui implosent, et il y avait lui qui dit toucher plus un bless jusqu'à la fin de la game. Tu vois, et après tu meurs, on s'en fout, j'ai donné mon buff. Donc en fait, le perso ne sert qu'à ça. Alors c'est un prêtre, mais dites-vous qu'il ne sert qu'à ça. Le buff est complètement pété. Ils ont remis le même truc, c'est-à-dire la bulle est scandaleuse. Hein. C'est je vais au milieu de la map, tour 1, je cours, milieu de map, clac. Bulle de 12 tout autour. Globalement, vous avez 24 autour de la tombe, ça prend toute la map qui dit il y a plus un blessure là, donc je te marave dans toute la région sur ce truc-là. C'est scandaleux. Je comprends absolument pas qu'ils laissent des war scrolls avec des buffs de ce niveau-là. Ça n'a aucun sens. Donc auto-include. Auto-include comme avant, parce que c'est complètement ridicule. La figurine en plus est très stylée, il est prêtre de niveau 1, donc en plus il fait même pas que ça. Pour moi c'est un problème, sauf aller lui enlever le prêtre et lui dire vous avez un perso, il a une règle, il fait un seul truc, il fait ça. Là le machin, il touche un truc, il dit bah allez c'est finito pépito, je fais ça. Ouais. Moi je trouve qu'il y a un problème, on peut pas faire des machins, je sais pas, réduire la bulle entièrement à 8 ou fait quelque chose, mais entièrement à 12 d'un élément de terrain, si vous avez par exemple un gros infrant ou un gros site de pouvoir plein centre de la map, vous avez des machins, c'est des décors, ils font 6 pas de long, donc vous êtes là, je me touche derrière, voilà. Scandaleux, ce type de règle ne devrait plus exister, et malheureusement Game Workshop s'est dit on va refondre tous les war scrolls sauf celui-là, parce que la règle on l'aimait bien au départ, mais en fait je comprends pas le game design. Ok. Ensuite, on continue avec un petit héros qui n'est pas prêtre, c'est un combattant qui est le broyeur de crâne. Lui, il est à 100 points et il va avoir comme première aptitude Tempête dans la fureur, qui est tout simplement qu'il va pouvoir choisir un autre héros que lui-même sans lier et lui donner +1 à la caractéristique de perforation sur une de ses armes. Et comme deuxième aptitude, il va avoir frappe broyeuse, il va pouvoir choisir une unité ennemie à portée de mêlée de lui-même et jeter un dé. Si ce dé est inférieur à la caractéristique de contrôle d'objectif de celle-ci, alors l'unité ennemie va avoir frappe en dernier. Ouais, il est anti-monstre, hein, il a un profil anti-monstre, il met des énormes flat 3 avec 4 attaques, et du coup son dé est fort contre les monstres qui en général contrôle d'objectif 5 ou plus, et donc du coup il va facilement les mecs frappe en dernier. Bon, c'est sympa comme game design, il est là, il existe, mais il est pas fou. Parce que en fait on met d'autres choses, on met des prêtres, on met un autre type de personnage. Maintenant lui plus le petit seigneur de corne à pied, vous pouvez faire des petits tricks un peu sympas. Yes, ensuite on va voir le prêtre du carnage qui lui est à 130 points, c'est donc un prêtre humanoïde de niveau 1. Il va aussi pouvoir dissiper comme un sorcier de niveau 1, et il va aussi avoir comme aptitude une fois par tour de pouvoir faire des dégâts aux unités amies ou ennemies pour gagner un point de rituel. Ouais. Avant c'était un point de niveau 200, c'était un peu fort. Donc malheureusement là ça se transforme en point de rituel. Donc c'est pas dingue de se mettre des D3 des blessures mortelles pour un point de rituel, c'est cher, c'est vraiment très cher. Bon, maintenant il peut le faire à n'importe quelle phase d'héros, donc pendant le tour adverse il peut se mettre des blessures mortelles pour ensuite se suicider et déclencher, vous donner des points de dîme. Donc c'était pas mal avant, du coup il y avait double buff, je gagnais des points de dîme et en même temps je me suicidais pour gagner des points de dîme. Là vous avez juste gagné des points de rituel, passer une prière, c'est ok. Maintenant le fait qu'il dispel c'est très fort, ça fait prêtre qui dispel à côté, donc moi j'aime beaucoup celui-là, il est quasiment auto-inclus dans toutes les listes où vous cherchez un prêtre, donc vous commencez par le péter et puis après vous mettez lui sur ce volet là quand vous jouez des mortels. Mais par exemple quand vous jouez des démons ou par exemple même une armée full buver, vous pouvez le prendre lui, ça vous fait full buver plus j'ai au moins un prêtre pour pouvoir donner mon buff avec ma prière et tout. Lui est excellent, hein, dispel plus prêtrise, c'est très très rare dans le jeu. Donc meilleur perso de soutien quasiment avec la bannière qu'on a vue depuis tout à l'heure. Yes, on passe ensuite sur une des seules nouveautés d'ailleurs de cette armée, c'est Porte-Mort. C'est donc un héros à 120 points qui va avoir 2 aptitudes. Déjà la première, et pour le coup vous allez pouvoir le faire à chaque fois en réaction, puisque ce n'est pas une fois par tour. Donc dès qu'une unité ennemie va faire un ordre à 8 pouces de lui, vous allez jeter un dé sur un 5, l'ordre ne passe pas. Enfin l'unité est considérée comme ayant reçu son ordre, mais l'ordre ne passe pas. Donc vous l'avez dans le fion, elle ne pourra pas en retenter à la même phase. Et ensuite, une fois par tour, à la fin de n'importe quel tour d'ailleurs, vous allez utiliser l'aptitude tueur de roi. Vous allez jeter un dé pour soit une unité ennemie, soit une manifestation à portée de mêlée de cette figurine. Vous allez jeter 2 dés si jamais vous avez une unité ennemie et ou une manifestation qui est à portée de mêlée de lui. Et si votre jet est strictement supérieur à la valeur de points de vie de la cible, elle est retirée. Ouais. Il rigole 0 quand même. Donc déjà, il a semi-récupéré un mix entre la règle de Catacross et la règle de l'icône d'avant, c'est-à-dire je fais une bulle d'anti-horde sur un 5. Ça c'est super fort. Non, c'est vraiment broken. Ouais. Non, c'est pas broken, c'est juste frustrant.
C'est frustrant parce que Catacross Rend le PC. n'est fort, ouais, rend les CP. Catacross le fait dans une bulle beaucoup plus large, mais bon, c'est comme le roi des Osiark, donc on peut quand même associer. Lui, il se dit quand même, je me déplace, je mets une bulle d'anti-horde, machin, qu'est-ce que tu fais? Je me mets à côté de toi, tu me mets une défense en règle, 5+, bah t'as pas de défense en règle, t'as perdu un CP. Fatigant, et en plus, le mec slain des types. Donc c'est quand même pas rigolo. Voilà, moi je l'aime bien. Il est très fort pour un perso qui vient d'arriver. Il fait une entrée fracassante. Il passe un plat dessus en plus. 6 PV ça va à 3, donc c'est quand même assez complexe. Voilà, avec des bonnes patates, crit 2 hit, flat 3. Donc en plus, il est pas du tout ridicule quand il a au corps à corps. Le fait pour slain des types, bah c'est pareil, ça rigole 0. On rappelle Voilà. qu'il est humain, donc ça veut dire qu'il peut passer en crit mortel. Ouais, donc il est vraiment très bon, très bon son perso. Et puis la figurine tue, hein. J'aime bien, très old school gars du chaos, machin, on adore. Yes, ensuite on va passer aux guerriers de sang qui sont jouables par 10, qu'on peut bien évidemment renforcer, où on est à 200 points les 10, et eux ils ont comme aptitude d'avoir une protection à 5 quand ils sont sur un objectif qu'on ne contrôle pas. Ouais, donc je vous parlais tout à l'heure, on a vu les combinaisons d'avoir course et charge, plus un D6 avec le fouet et tout, donc c'est très puissant. Donc là ils se sont dit, bah allez on les met en crit bless auto, donc pareil on comprend pas trop, on peut peut-être laisser la saturation, ça ira. Moi je les trouve ils sont exceptionnels, les Blood Warriors. Heureusement ils ont perdu l'explosion, mais ça c'était le glitch dans la matrice. Là ils sont très bons, quand ils agressent ils vont pouvoir, allez je me mets même des all-out attack, des trucs comme ça, je vais rester en sauvegarde à 4 avec protection à 5 quand je t'agresse chez toi, c'est très fort. Ils sont très très bons, en fait ça c'est vraiment l'enclume qui peut aussi se transformer en marteau si je mets ma prière crit mortelle. Exceptionnelle unité à choisir entre eux et les sanguinaires, on peut également jouer les deux pour double frappe avec les deux unités, etc. J'aime beaucoup. Yes, ensuite on va avoir les pierres de sang, sans doute l'unité la moins chère justement de cette armée. 80 points les 10 modèles, et ils ont comme aptitude d'avoir plus 1 la perforation quand ils ont chargé, puisque sinon ils ont pas de perf. Ouais, on sait pas trop qui ils vont charger, parce qu'ils ont quand même un profil de moule asthmatique, 1 PV CV 6, 2 attaques en 4-3. D'un autre côté, ils sont en slip, Titi. Ils sont en slip, c'est eux c'est vraiment le berserk de base, c'est le mec au début du champ de bataille qui fonce tout droit. Eux c'est la machine à dim, c'est en gros, c'est l'unité, elle court, elle va à l'objectif au premier tour, et elle dit toi tu meurs mais tu donneras un point de dim de sang. C'est un peu le même rôle que les chiens en moins rapide, donc dans les listes, soit vous avez les points, vous mettez des chiens, soit vous mettez eux si vous n'avez pas les points pour compléter. Faut toujours rentrer ces unités là, ces unités qui vont... Vous en avez du coup de 3 types. Chiens, les griffes de Caranade, donc les humains qui ont des têtes de chiens et qui vont faire des pré-moves. Ou eux, c'est vos machines à faire de la dim pour les avoir pour le T2. En gros, c'est eux, je me projette très loin, je vais chercher les objectifs au champ de bataille avec des trucs sacrifiables et je veux que ça meure pour que je puisse déclencher ma dim au T2 et commencer mes paliers du coup round par round avec le premier palier qui a 1. Yes, on continue avec les massacreurs de cornes. Unité avec une valeur de sauvegarde de 2, jouable à 3, à 220 points, le pack de 3. Ouais, et bah il rigole pas trop. Déjà, une des seules sauvegardes à 2 de tout le jeu. Donc extrêmement compliqué à tuer dans la version. Vraiment très solide. 5 PV chacun, contrôle 2, vraiment bien. Maintenant, au close, c'est un peu des moules asthmatiques. C'est de la petite saturation légère sur le long terme. En charge, ça commence à tabasser un petit peu. C'est pas mal, mais c'est que de l'arène -1, c'est pas non plus incroyable. Maintenant, par exemple, en crit mortel avec la blessure, en charge, c'est du 3 attaques crit mortel chacun, dégâts 2. On commence à causer un petit peu, ça met des petits blessures mortelles impact. Moi, je les aime beaucoup. Figurine old school, on adore. Donc, très bonne cavalerie. Les 2 cavaleries sont bonnes, hein, et on peut jouer les 2 dans une liste. Donc, on peut aussi envisager des full caves qui seront pas du tout déconnants sur le champ de bataille. Yes, ensuite on va avoir les enrageurs qu'on va trouver à 140 points par tranche de 5. Ils vont avoir comme première aptitude le brouillard pourpre qui fait qu'ils vont avoir plus 1 la caractéristique d'attaque pour les unités sans lier qui soient à 12 pouces d'aile, à savoir que ça ne marche pas sur une autre unité d'elle-même. Ça c'est important. Et comme aptitude, c'est assez rigolo, ils vont avoir à la fin du tour la capacité de faire taper un personnage ennemi sur ses potes. Ouais, c'est ça. En gros, vous allez jeter au D6 et vous allez pouvoir choisir une unité, elle va taper sur une autre unité à côté avec un de ses profils d'armes. Bon, il faut quand même, l'adversaire peut assez pas mal le contrer, puisqu'en plus c'est à la fin du tour, et il faut que vous soyez en mêlée, etc. Donc c'est vraiment pas facile à placer. Alors c'était l'unité de Leech de cette l'ancienne version où quand vous les tapiez, à chaque fois que vous faisiez un, vous prenez une blessure mortelle, tout ça, ça a dégagé. Ça a fait place à une unité tout à fait ok sur le papier.
un peu en mousse complet, c'est 3 PV, ça va 5, pas de protection. Voilà, c'est une unité de saturation qui en plus a des petites aides et donne un plus 1 à une attaque aux unités. C'est pas négligeable du fait que notre prière maintenant soit un crit mortel en aide avec le trempé de sang. Donc on apprécie particulièrement le plus d'une attaque qui va augmenter drastiquement notre potentiel de létalité. Yes, et on va terminer cette review avec les collecteurs de crâne, unité qu'on va retrouver par tranche de 5 à 190 points. Moi je les aime beaucoup, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Bon déjà ils tartinent sale, ils vont avoir 4 attaques par modèle, dégâts 2, et ils vont avoir plus 8 au contrôle d'objectif pour l'unité tant qu'elle est en mêlée. Ouais, bah en fait ils étaient beaucoup plus forts parce qu'avant ils étaient capés à 1, sauf quand ils éclataient les types au close. Donc c'était un peu chiant parce que tu prenais pas les objets quand tu te battais pas. Là pour le coup j'ai un contrôle d'objectif normal d'une unité pas incroyable. Par contre quand je tartine, je vole des objectifs à tout le monde. C'est très fort, il tape fort, c'est du dégâts 2, je passe la prière crit mortal. Donc avant on allait aussi chercher pour leur donner des mortels. Des bonnes tartines, Eux, ça a toujours été la force de frappe des armées de cornes, etc. Par 10, ça se rentre bien dans les couverts et en attendant un peu le truc, ils prennent tous les buffs de vitesse. C'est les sangliers, donc eux, ça se fouette, ça se contre-fouette avec le fouetteur vraiment originel pour du 2d6 de move. Donc ça attrape, comme on l'a vu tout à l'heure, à une moyenne de 21 pas sans aucun problème en mettant des grosses tartines. Si t'as passé ta prière, c'est du dégâts 2, crit mortel, 4 attaques chacun. On met leur petit copain à côté, on est à 5 attaques tête, donc vous avez un pâté. À 10, vous êtes à 50 attaques, crit mortel, dégâts 2. Bisous. Voilà, tout simplement, ça renvoie sur Saturne à peu près n'importe quoi dans le jeu. Et au pire, tu restes en vie, même un Sons of Behemoth ou quoi, le mec il est en plus 8 OC, tu vois, il est vraiment très fort. On a fait le tour les amis de tout, aptitude d'allégeance et aussi des différents justement war scrolls de ce livre d'armée. Comme d'hab sur Age of Sigmar, plein de petits personnages très 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 stylés qui en plus de ça vont rentrer dans une forme de complexité à base de est-ce que je veux buffer les humains ou les démons. Qu'est-ce que tu jouerais toi en priorité par rapport aux prêtres, par rapport aux boosters justement des unités? Alors, on voit qu'il y a deux game design un peu dans les personnages qui se dessinent. On a les personnages démons sont pas exceptionnels à part les buveurs de sang. Donc en fait pour moi on va se retrouver dans des collections qui vont être est-ce que je joue une pièce maîtresse de buveur associée avec des mortels et des persos de soutien mortels en termes de prêtres, ou est-ce que je joue un full démon? Dans ces cas j'irai chercher même les petits persos, ou alors on va être sur des gameplays mortels à base de masses qui vont peut-être être complétés par un petit contingent démon, de sanguinaires ou de choses comme ça, à base de pâtés d'infanterie, de cavalerie qui vont être majoritairement buffés. Et là on va pouvoir faire son choix. Moi je testerai dans un premier temps peut-être le nouveau, le porte-mort. La figurine est cool, c'est nouveau, il coupe les ordres donc c'est quand même assez puissant. Et puis après dans les pièces de support je prendrai un assortiment entre la bannière pour buffer les ralliements et donner plus d'attaques une fois par partie à tout le monde. Je dirais le fouetteur parce que ça me donne de la vitesse. Et je testerai le porte-mort, je pensais les 3, et après j'ajouterai peut-être un prêtre, le prêtre qui donne plus un bless qui est un peu débilos. Donc ouais, vous prenez ces 3-4 là, vous pouvez changer, en remplacer un autre par une figurine qui vous plaît ou autre chose. Franchement, vous avez le contingent pour jouer avec toutes les règles, dans toutes les phases. J'ai de la survie, j'ai du rip-hop, j'ai du buff, j'ai des petites combinaisons. Et après, l'assortiment de mortels, vous pouvez faire à peu près tout. Beaucoup de Blood Warrior, un mix entre des armées, des unités un peu d'élite et des enclumes de Blood Warrior. Et je buff les élites pendant que les Blood Warrior encaissent. Et je peux quand même catapulter quoi que ce soit. Et puis j'essaye d'aller vers le stade de trempé de sang où d'un seul coup toute mon armée va se transformer en mortel qui, entre guillemets, avec le visage ensanglanté qui va massacrer les ennemis. Yes, en conclusion maintenant, qu'est-ce que tu penses de l'armée, globalement? Puisqu'en fait, encore une fois, je pense que le plus gros des débats, est-ce que Khorne va conquérir les joueurs d'Age of Sigmar? Dans le sens où on passe d'une armée contrôle facilement mauvaise, très difficilement très forte, mais très 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 forte quand t'es très skillé, à une armée un petit peu plus facile, un petit peu plus lissée par rapport à ce qu'on attendait du style de Khorne, mais qui risque de décevoir aussi les joueurs historiques, puisque depuis la V1, c'est une armée de contrôle. Ouais, en fait on change de gameplay. Donc soit vous adhérez au fluff de l'armée, on va dire au visuel de l'armée et à sa thématique de récolte des crânes, et vous allez embrayer sur une armée qui aura un gameplay plus agressif, plus direct dans son approche, et où on a banni toute forme de contrôle à part le fait d'empêcher les sorciers et les prêtres d'agir, on va dire, facilement, et une dynamique de dîme qui va être vraiment crescendo au fur et à mesure, ressemblant un peu à des styles comme Idonet ou ce genre de choses. Au fur et à mesure de la partie on va gagner en puissance, mais de manière assez stable. Donc c'est une armée qui change de gameplay, qui rentre dans la cour. Il y en a assez peu des armées très orientées close comme ça, full, très dégâts, très aggro sur ce truc-là. On rentre dans la cour pour moi vraiment
leur parallèle, c'est Slave to Darkness. Donc les joueurs, ça va beaucoup plaire si vous aimez bien ce style-là, mais qui est moins élite. Il y a plus de monde sur la table, il y a beaucoup de combinaisons entre les unités, et il y a ce côté crescendo, alors que le Slave to Darkness démarre en overpuissant dans les profils et dans les règles. Eux vont devoir sacrifier des petits mortels qui vont se jeter à la gloire de Khorne, et on va gagner en puissance au fur et à mesure. Donc il y a ce côté crescendo, tempo qu'il faut gérer, sacrifice des unités, donc il y a quand même cette part de réflexion un peu poussée qu'on aura dans une seconde partie, et puis quelques petites pépites comme le War Scroll des Sanguinaires qui donne une profondeur de jeu, une technicité supplémentaire, et puis on peut avoir aussi des côtés un peu très bourrins, très forts. Donc changement complet de style. Si vous étiez amoureux du style contrôle, malheureusement il y aura sûrement des déçus dans ce côté-là. Par contre, si vous adhérez au kiff de Khorne et que vous avez toujours été un peu frustré par le côté moi la dîme c'est pour avancer, c'est pour taper, c'est pas pour empêcher le mec de charger, clairement gros kiff de redécouvrir quasiment l'intégralité des War Scrolls avec une ou deux petites pépites qui viennent d'arriver en termes de construction. Yes, moi je vais revenir sur 2 points parce que je t'ai vu la jouer cette armée en l'occurrence. J'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que certes en effet il y a moins de contrôle, mais globalement c'était de la frustration, et encore une fois sans être méchant, après pour le coup quasiment 10 ans, puisque c'était 2015, l'arrivée d'Age of Sigmar avec les Blade of Khorne de contrôle et avec ses mouvements de surge qui te permettaient tout simplement d'aller lock hors phase ton adversaire, je t'ai trouvé toi beaucoup plus épanoui à dire attends, coup de fouet, putain, attends, j'ai mes sanguinaires qui vont pouvoir bouger de 3, résultat je te mets 2 unités dans le vent. Enfin tu vois, je t'ai trouvé beaucoup plus finalement à surprendre ton adversaire avec du skill et pas un pattern de reproduction, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et j'ai trouvé ça sympa en tout cas. Oui c'est vrai, après tu vas quand même être dans l'empilement de règles de clause pour aller envoyer un rouleau compresseur sur l'adversaire. C'est vraiment différent. Alors qu'avant, on était sur un gameplay qui pouvait vraiment être frustrant. C'est-à-dire que vous preniez un joueur, il n'avait jamais affronté de Blade of Khorne, il y avait très peu de chances qu'il gagne la partie ou qu'il prenne du plaisir durant cette partie-là. Parce qu'en gros, le mécanisme est très compliqué à affronter. Il faut vraiment avoir un skill cap très élevé dans le wargame de manière générale. Je ne parle même pas de AOS2. Dans le wargame pour comprendre comment le contrer. Ouais, voilà. Sur ce truc-là, c'était vraiment de la maîtrise de micro-mouvements. On peut dire le mot désagréable si on voulait vraiment arriver à le contrer, et vraiment trop technique. On sait que Game Workshop court après le fait de vouloir virer ce truc-là. C'est quelque chose de désagréable. Et là, on rentre dans le partage plus profond, c'est-à-dire je vais construire un rouleau compresseur, on va sacrifier tous les deux, on va s'enlever des ressources, et à la fin je vais avoir le rouleau compresseur le plus fort. Donc c'est complètement différent, et c'est un livre qui va beaucoup plus partager avec son adversaire, ce qui est globalement ce qu'on recherche quand même dans le wargame de manière générale, donc c'est plutôt cool. Voilà, pour le parallèle, on passe d'un gameplay dans un Magic à un gameplay bleu, à un gameplay vraiment aggro rouge vert, on va dire, dans le style. Donc voilà, c'est un changement complet de style de l'armée, et de toute façon ça fait toujours plaisir de redécouvrir un bouquin de zéro, donc au moins là le travail est fait. Majeur de cette édition de Age of Sigmar pour la plupart, hein. Ouais, absolument. Donc très intéressant. Je vais faire l'analogie aussi avec des armées de Enrage qu'on peut retrouver sur Warhammer 40 000, notamment avec les Emperor Children, avec le détachement des coteries. Il y a un côté quand même très jouissif. Toi on t'a vu avec 3 équarrisseurs qui sont juste là pour tanker, quasiment one tap en fin de partie, parce qu'ils étaient assoiffés de sang, un nez de long. Donc tu vois, ça en dit long quand même, et je trouve que c'est jouissif et ça va quand même dans un bon sens de jeu, quoi. C'est très cinématographique. L'armée est très cinématographique par son évolution. Les noms des effets de dîme sont très cool. Punissez les pacifistes, entre guillemets. C'est vrai que tu donnais le nom de toutes les règles en plus. Ça t'a kiffé, toi? Ouais, moi j'adore, parce qu'il y a vraiment ce côté où tu vois, tu choisis la voie guerrière du truc et Khorne t'oriente à machin, ou alors t'as croix sur la table et tu dis tuer les mystiques, assassiner, tu vois, les prêtres, les divins, les machins. C'est très cool, enfin franchement il y a un côté gameplay, et puis tu dis trempé de sang, la règle est hyper cool, c'est écrit en gros que arrivé à un stade, en fait les mecs sont rouges complets, tu vois, berserk, et en fait ils pètent un plomb, plus de bonus de save, je regarde plus les coups que je me prends, et en fait mon but c'est de récolter des crânes avant de périr, quoi. Enfin c'est hyper stylé, quoi, tu vois, toutes les scènes de film ont été là, incroyables, tu vois, Braveheart et tout, et là c'est ça, tu vois, c'est des Écossais en slip qui ont oublié leur truc et qui tranchent des têtes, incroyable, voilà. Yes, et bien écoute, pas bien mon Titi, en tout cas un grand merci à toi justement d'être venu nous présenter cette nouvelle version pour les lames de Khorne. Les amis, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo, ça fait plaisir de revoir du Age of Sigmar, 3 vidéos d'ici fin juillet sur la chaîne, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à celle-ci, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter Fred Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description, et nous on vous dit à plus les Wargamers.